Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews de numéro 20 et 21. Un Bat Reviews encore une fois un peu spécial et surtout parce qu'on n'a pas eu le temps de s'organiser en fin d'année pour faire toutes nos lectures de fin d'année. Donc ce qu'on fait pour rattraper notre retard, c'est qu'on fait un double Bat Reviews en un. Double Bat Reviews, ok, mais pas double casting, puisque je ne suis accompagné que d'un seul membre de la team Batman Legend avec Siegfried. Salut Siegfried. Salut à tous. Alors, petite nouveauté pour ceux qui nous découvrent, qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube, vous verrez que, eh bien, on s'affiche. Voilà, vous pouvez nous voir en direct en train de débattre sur ces nouveaux podcasts, puisqu'on a décidé en 2022 de changer un petit peu la formule et donc, ben, vous verrez nos faces, face caméra pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube. Bien évidemment, sur Spotify et autres Deezer, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, une petite initiative, notamment pour rendre le podcast un peu plus vivant. Petite réorganisation interne aussi par rapport au montage. Bon bref, je vous passe les détails. On vous souhaite en tout cas une belle année 2022 qui débute avec ce Bat Reviews qui comprendra donc nos lectures Batman du mois de novembre et du mois de décembre, paru chez Urban Comics, pour enfin passer la page 2021 et se tourner vers 2022. Donc Siegfried, on va entamer, du coup, ben, forcément, je vais entamer avec toi parce que tu es le seul reviewer qui sera avec moi ce soir, aujourd'hui plutôt. Est-ce que tu peux nous parler déjà dans un premier temps de ce Batman, le Sphinx, que vous voyez à l'écran, donc pour ceux qui nous regardent, ce fameux avant-dernier numéro du Batman Arkham, parce qu'ils ont pris un peu de retard. Il y aura encore un dernier numéro qui va être en début de 2022. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que ce Batman Arkham te séduit toujours autant, en tout cas cette série-là? Oui, donc effectivement, comme tu le rappelles, c'est une série que j'aime bien, cette anthologie des Batman Arkham qui présente plusieurs super-vilains emblématiques de l'univers de Batman et qui s'achèvera donc au prochain numéro avec un numéro dédié à l'épouvantail. Sachant qu'en VO, cette série comportait beaucoup plus de volumes, mais Urban a fait le choix certainement judicieux de restreindre à un certain nombre de super-vilains plus emblématiques que d'autres parce que, par exemple, un volume sur Black Mask. Bon, je peux comprendre que ça fasse moins rêver que Ivy ou Freeze ou Dent, par exemple. Donc, ma foi, la série devrait donc s'achever avec ce numéro sur l'épouvantail qui sortira effectivement, comme tu le rappelais, dans 2 mois, je crois. C'est Donc ça. ici, on va parler d'Edward Nygma, le Sphinx. Comme toujours, la série, le volume commence par une très bonne notice introductive qui est relativement longue, elle fait une bonne page et demie si je me rappelle bien, qui présente même des opus non présents dans l'anthologie. Par exemple, on parle rapidement de Terre 1, on parle rapidement du run de King, on on fait même une petite ouverture hypothétique sur le film de Matt Reeves, The Batman, où, Nygma sera incarné par Paul Dano. Bref, Ouais. on parle même de choses qui ne sont pas sorties, qui seront peut-être caduques dans 2 mois. On essaye vraiment d'élargir le panorama, ce qui était moins le cas dans les précédents et surtout ce qui n'est pas du tout le cas dans les mythologies. Donc à chaque fois, il y a cette opposition entre les Arkham et les mythologies et j'aime bien le fait que les Arkham puissent prendre cette hauteur de vue pour, dresser des comparaisons et vraiment essayer de faire un volume assez définitif sur le Sphinx où en une page et demie, on résume quand même l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, même ce qui n'est pas du tout présent dans le volume, donc ça c'est plutôt ça fait toujours plaisir. Pour pinailler, on peut dire que ça serait encore mieux avec des photogrammes, enfin montrer les acteurs qui ont incarné le Sphinx dans Section de 66 par exemple, ou montrer le Jim Carrey du film de Schumacher, ça pourrait être pas mal, ou les quelques couvertures d'albums. Par exemple, on nous évoque dans cette introduction à quel point le retour du Sphinx en 65 a pu être fondamental et également pour son retour dans ces 66 qui a vraiment participé à entériner le Sphinx dans la mythologie de Batman et donc à en faire le super vilain qu'il est aujourd'hui. Donc voir cette couverture en début, dès l'introduction, ça pourrait être chouette plutôt que de la voir tout à la fin du volume dans les bonus. Mais enfin voilà, on est vraiment dans la pinaillerie parce que ça reste des vraies bonnes introductions qui font les parallèles qu'il faut, qui ont l'ouverture de vue et en même temps l'analyse du personnage qu'il faut. Donc ça fait quand même plaisir. Évidemment, on commence avec les les 2 fascicules qui introduisent pour la première fois Enigma, donc le Detective Comics 140 et le Detective Comics 142 en 1948 qui, petite originalité, sont les 2 seuls comics à faire apparaître le Sphinx avant son retour, dans les années 60.
alors que les aventures sont pas mal du tout. Je sais pas, il y a quelque chose ne s'est pas passé probablement avec les fans ou alors les auteurs en Ouais. avaient un peu marre de ce personnage, ils ne savaient pas trop quoi raconter. Enfin, ils inventaient beaucoup de personnages au même moment, donc peut-être qu'ils n'avaient pas vu le potentiel de celui-là. Mais quand on voit les aventures, on se dit quand même que c'est des personnages sur lesquels il y avait beaucoup à raconter. Même Finger, qui est du genre à qui crée donc le personnage et qui est du genre à quand même bien aimer, les énigmes, les objets les plus délirants, aurait pu se faire plaisir avec ce personnage-là. Donc c'est un peu surprenant de le voir apparaître dans 2 fascicules et disparaître ensuite pendant un moment. Peut-être qu'il était plus assez moral pour les nouvelles règles qui, édictées sur la bande dessinée vers cette époque. Enfin, toujours est-il que, on a donc cette invention du Sphinx, qui est assez intéressante parce qu'on nous fait tout de suite un flashback pour nous montrer le background du Sphinx. Le fait que dès son enfance, c'est un super vilain qui est très malin, qui n'est pas forcément intelligent, qui est pas forcément aussi machiavélique que peuvent l'être d'autres super vilains emblématiques de l'univers de Batman. Et ça, c'est Ouais. intéressant aussi, c'est un enfant qui est quand même relativement commun, mais en fait, son origine, c'est pas qu'il a été, mordu par, on ne sait pas quoi de radioactif, qui est tombé dans une cuve ou, on ne sait quoi. C'est juste que c'est un enfant globalement banal, qu'un jour la maîtresse dit à tous ses petits élèves, «Tiens, on va faire un petit concours, il va falloir faire un puzzle que pour l'instant je vais cacher dans mon bureau, mais demain tout le monde va faire le puzzle et celui qui le fait le plus vite aura le droit à un petit cadeau, juste un petit livre sur les énigmes, enfin 3 fois rien. Et Enigma se dit: «Tiens, je vais, m'infiltrer dans la salle de classe la nuit, je vais regarder ce puzzle et je vais m'entraîner à le faire et à le refaire pour gagner le concours de demain». Et en fait, ça sera assez, symptomatique de sa démarche générale, qui est de pas forcément être plus intelligent que les autres, mais de toujours savoir, contourner ce à quoi les autres s'attendent pour paraître plus intelligent, voire paraître presque surnaturel avec des en faisant des énigmes ou des petits, tours de passe-passe qui, qui impressionnent tout le monde alors qu'en fait, il y a toujours des trucs et il apprend de plus en plus à tricher. Et du coup, il finit par avoir une certaine expertise dans la triche qui fait qu'il paraît extrêmement malin dans ses énigmes. Enfin, voilà, c'est assez intéressant que dès sa première apparition, on revient sur les origines du personnage, alors qu'a priori, c'est un personnage qui n'apparaît que dans 2 fascicules, surtout les fascicules qui étaient quand même extrêmement courts, enfin les aventures qui étaient extrêmement courtes dans les années 40. Il n'était pas forcément utile de revenir sur ses origines. Donc voilà, il y avait vraiment un intérêt des auteurs à revenir sur le personnage de cette façon assez approfondie et surtout d'en faire un personnage globalement banal par rapport à toute la galerie de super vilains, qu'on connaît. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce background qui est complètement banal va être conservé ensuite par les différents auteurs de la continuité. Donc c'est pas quelque chose sur lesquels ils vont revenir pour inventer quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Ouais. Donc on a vraiment un super vilain qui a un statut assez emblématique avec ce background qui est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins percutant que d'autres, mais qui le rend aussi peut-être, plus intéressant et plus humain pour le lecteur. Puis on a finalement une espèce un peu d'équivalent à Batman, je trouve, avec un personnage un peu sans histoire et qui en fait est vraiment un simple humain qui décide de devenir extraordinaire. Alors que, il vient un peu de nulle part, donc ça c'est assez chouette. L'aventure en elle-même est assez typique de tous les ridicules du post-âge d'or, donc avec, Ouais. plein de gadgets, des méchants qui font des énigmes. Mais quand même, il y a une vraie tension qui est érigée parce qu'on sent la course avec un méchant machiavélique où Batman et Robin sont un peu dépassés par moments et ouais, ils sont vraiment dans une course contre la montre, contre ces différentes énigmes du méchant et ils ne savent jamais trop comment ils vont faire. Enfin, ils sont parfois surpris par le Sphinx qui les prend un peu de court sur certaines choses. Bref, on sent quand même un super vilain qui est un peu ridicule sur certaines choses, mais qui quand même en fait voir de toutes les couleurs à Batman. Donc pour une aventure de 48, on tient quand même quelque chose qui aurait pu durer à cette époque-là et qui en fait des aventures tout à fait valables, surtout la première. Parce que déjà le deuxième opus avec cette réapparition 2 fascicules après du Sphinx va un peu trop loin. Là, on est vraiment dans une démarche, post âge d'or, début âge d'argent Ouais. avec, un super vilain qui est complètement fantasque. Bon, c'est un peu moins pertinent. On a ensuite, la on passe tout de suite, ça j'ai jamais vu ça, de 48 à 1982 avec, Bon, il y a à peine 35 ans d'écart, c'est pas, voilà. Donc on peut être un peu surpris de ne pas voir le fameux numéro de 1965 qui est la réapparition de Nigma et qui est justement le numéro que vont lire les auteurs de la série Batman de 66 pour Ouais. réinventer le personnage de Nigma dans la série. Donc il y avait une petite importance patrimoniale de ce numéro qui fait que ça aurait pu apparaître. Le numéro est pas extraordinaire, donc je peux comprendre qu'on se contente de la couverture, mais enfin voilà, du coup il y a C'est ce vrai bond que dans le temps. ouais. On saute quand même à pieds joints sur tout l'âge d'argent, y compris l'âge qui est celui de la série 66 et de la réapparition du Sphinx, qui fait que patrimonialement il y a un truc qui manque même si c'est pas une grande perte en termes d'aventure. Pour passer tout de suite à Dunkirk et Carmine Infantino, qui est
Déjà, c'est assez sympathique, parce que les auteurs imaginent un team-up entre le super-héros et le super-vilain, autour de l'enlèvement d'un célèbre auteur de romans policiers, qui force donc Batman à s'allier avec Enigma pour essayer de résoudre ce problème, en réfléchissant un peu à la relation, puisqu'évidemment, bah, il s'agit d'un super-héros qui doit faire confiance à un super-vilain qui, essaye de déjouer, de tromper le super-héros, tout en ayant quand même une certaine admiration et estime pour lui. Donc il y a quand même, il y a un jeu qui est assez amusant. Le numéro est pas inoubliable, c'est un peu daté par pas mal d'aspects. C'est un peu verbeux, mais ça reste quand même sympathique et puis voilà, avoir comme comme enjeu l'enlèvement d'un auteur de roman policier, c'est toujours assez chouette, ça ajoute toujours un côté un peu un méta qui est assez sympathique. Surtout le numéro suivant, c'est vraiment celui que j'ai préféré dans ce volume, c'est Quand est une porte? Par, Neil Gaiman, sans surprise, et illustré par Bernie Miro, que je ne connaissais pas. Et on retrouve vraiment tout le génie de Gaiman pour bâtir une histoire qui est surprenante, qui est mélancolique, qui dit à la fois tout d'Enigma et en même temps rien. Enfin, c'est même pas une aventure, en fait, c'est juste, des journalistes qui viennent voir Edward Nygma et qui lui posent des questions. Et c'est tout, donc il y a pas davantage que ça, mais pour le coup, D'accord. on retrouve une vraie méditation du personnage et surtout une méditation du personnage sur lui-même, sur, son rôle à travers les années, sur sa gloire passée. Donc il y a une et tout ça avec un dessin très particulier de Bernie Miro qui, à mon avis, risque de pas être consensuel, de pas plaire à tout le monde, mais qui est très indé, très vivant. C'est vraiment un dessin qui est transitoire entre les années 60 et 90, qui rappelle à la fois certains excès des années 60 et quelques aspects indés, un peu adultes, un peu Vertigo des années 90. Enfin, on a Ouais. quelque chose qui est vraiment très chouette et qui pour moi est vraiment le meilleur numéro de ce volume. Et bon, ça va être toujours plaisir de revoir Gaiman. Je rappelle que Gaiman avait aussi fait l'une des contributions au volume sur Ivy et c'était aussi déjà une des meilleures histoires sur Ivy, donc ça va être toujours plaisir de voir des ça pour le coup, c'est vraiment le genre de numéro qu'on s'attend à retrouver dans ces anthologies, c'est-à-dire quelque chose qui, à ma connaissance, est complètement inédit en français, Ouais. qui est une petite histoire autocontenue, mais par un grand auteur avec une vraie méditation sur le personnage, donc c'est une vraie belle découverte que même moi je connaissais pas, alors que bon, j'en ai lu quand même plutôt pas mal du Batman et Ouais, tu c'est beaucoup c'est du vraiment Batman, on peut le dire, ouais. un petit peu donc c'est vraiment une très, très belle histoire et c'est vraiment l'indispensable à mon avis de ce volume. Il y a quelques autres aventures chouettes, mais c'est quand même vraiment indispensable. OK. Ensuite on a l'origin story de Nigma, par, Chuck Dixon et Kieron Dwyer. Donc Chuck Dixon, pour le coup, on va vraiment beaucoup le revoir dans ce volume et c'est assez intéressant parce que c'est Sphinx qui raconte lui-même son histoire et qui essaie vraiment de recentrer l'histoire sur lui, sur son parcours, sur son vécu, sur ses expériences et à chaque fois qu'il raconte son histoire, ils sont obligés par son inconscient pratiquement de faire intervenir Batman et de réagir: «Non, Batman il apparaissait pas à ce moment-là, non, non Batman devrait pas être là, non c'est mon histoire, c'est pas celle de Batman». Donc il y a vraiment une manière de montrer que Enigma est hanté par Batman parce que, Enigma c'est le personnage narcissique par excellence, il est plus narcissique encore que le Joker, que le Pingouin, enfin que n'importe qui dans cet univers-là. Aussi par le fait que c'est un personnage qui est relativement banal, donc il a vraiment quelque chose à prouver. Il a ce sentiment il doit en faire plus que les autres pour arriver au même statut, au même niveau et forcément Batman, est un peu sa est un peu sa némésis et ça fonctionne vraiment bien parce qu'on a vraiment 2 personnages humains, mais qui essayent d'être chacun plus intelligent que l'autre et bon, à chaque fois évidemment Enigma est battu par Batman, ce qui fait il est vraiment brisé intérieurement dans ses ambitions, dans son ego, par le fait que Batman soit constamment supérieur à lui et voilà, donc même quand il raconte sa propre histoire, ses souvenirs sont parasités par l'existence de Batman et c'est quelque chose qu'il est assez fin de montrer. En plus, se dessine dans un style qui ressemble parfois à du Mazzucchelli, donc on a vraiment quelque chose qu'on pourrait qualifier de Sphinx Year One pour, en miroir de Batman Year One. OK. Ça Attention parce revient que attention, c'est ce genre de nomination, crée une grande attente, hein, en général. bah, forcément, c'est beaucoup plus court aussi qu'un Batman Year One, c'est pas aussi Tout à complet, fait, mais ouais. on a vraiment si je vous dis Sphinx Year One, vous aurez les attentes qui correspondent à ce volume. C'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver, cette ambiance, ce retour sur le personnage, ce background en même temps intéressant, cette, manière de revenir sur beaucoup d'éléments canoniques du personnage déjà vus avant dans d'autres albums, tout en les enrichissant, les racontant autrement, exactement comme, ce que faisait Batman Year One et ça, c'est vraiment chouette parce que ça donne aussi l'impression qu'on saisit quelque chose de plus général parce qu'on retrouve des choses qu'on connaissait déjà et en même temps, on les retrouve, plus approfondis avec évidemment tout l'esprit des années 95 qui n'est plus l'esprit des années 40. Il y a même des petits moments où on casse le quatrième mur et c'est ouais, c'est vraiment assez saisissant dans la volonté de l'auteur de montrer un petit criminel
qui en veut au monde entier pour son impossibilité à s'imposer. Donc il y a vraiment une espèce de méditation sur l'ego de ce super vilain, qui est typiquement ce que j'aimerais retrouver plus souvent sur le Joker, par exemple, parce que le Joker, on a déjà parlé dans un podcast, ou un non, un Batman Legend in Crisis, qu'on avait fait sur, Oui. est-ce qu'il faut est-ce qu'il faudrait tuer le Joker ou pas? Et où il expliquait justement qu'on avait un peu marre du Joker aussi parce que les auteurs ne savent pas réinventer le Joker, qu'à chaque fois qu'il apparaît, on en dit la même chose, c'est le même personnage et on aboutit aux mêmes histoires et voilà, là on a avec cette histoire du Sphinx, c'est typiquement le genre de chose qu'on aurait pu retrouver par moment sur le Joker aussi pour l'approfondir et enfin voilà, c'est une aventure qui du coup est vraiment très très intéressante et très recommandable. Hem Bon, on saute dans les petites aventures de Matt Wagner et Dave Taylor, où Nigma crée un jeu télévisé. C'est un peu long, c'est sans vraie surprise, mais enfin ça se lit quand même vraiment très bien. L'un des longs récits du volume, c'est, l'énigme première, donc c'est tiré de Legends of the Dark Knight, par, Steve Englehart et Dusty Abel. Je connaissais pas Dusty Abel. C'est un très long récit, ce qui m'a pas beaucoup convaincu, sur Batman qui perd son âme, on sait pas trop comment et l'âme de Batman s'incarne successivement dans différents corps. Donc on a un Batman existe toujours, mais Batman et Bruce Wayne existent d'une façon un peu robotique parce que voilà, ils sont dépourvus de l'âme qui est supposée leur donner leur vraie consistance et ils vont finir par comprendre qu'il leur manque quelque chose et par partir en quête de ce quelque chose. Et évidemment, en parallèle, on voit cette âme de Batman qui, va un peu de corps en corps et qui arrive jusqu'au Sphinx, qui finit par comprendre que où est l'âme de Batman et par essayer de priver Batman de son âme. Donc ça a l'air un peu fantastique comme ça, mais c'est traité Ouais, d'une ouais, façon ouais. assez réaliste. Donc c'est assez curieux dans cette manière de raconter, d'autant qu'on ne saura jamais pour comment est-ce que enfin, pourquoi est-ce que l'âme part? Quelle est la différence exactement entre l'âme et le corps de Batman? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dame qui se réincarne? Enfin, c'est un peu fumeux et l'histoire n'est pas satisfaisante parce qu'elle utilise vraiment ce postulat pour raconter une histoire particulière, mais sans vraiment chercher à la justifier. Et ce qui m'a pas bien convaincu, c'est aussi que le Sphinx, c'est clairement l'antagoniste de Batman dans ce volume, mais c'est pas du tout le sujet du comics. Parce il apparaît plutôt vers la fin et il apparaît vraiment à la fin pour empêcher Batman d'avoir accès à son âme. Mais le sujet du comic, c'est Batman qui va avoir accès à son âme et qu'est-ce que l'âme de Batman? Qu'est-ce qui fait que Batman est Batman? Donc pour une histoire qui fait quand même 3 fascicules entiers, je trouve que la présence du Sphinx ne justifie pas du tout sa présence dans une anthologie sur le Sphinx. Parce que le personnage n'est pas du tout traité et ses apparitions sont plus là pour créer des péripéties, dramatiques que vraiment pour avoir un impact sur le lecteur ou sur l'aventure. Donc c'est voilà, ça reste un peu décevant. C'est parce que l'histoire Ouais. a ses trouvailles, mais elle justifie peut-être pas d'être la plus longue histoire d'un volume sur le Sphinx. D'accord, ouais. Bah, c'est peut-être Pour le seul moyen de l'intégrer, aux publications urbaines et que du coup ils l'ont mis là-dedans, mais c'est vrai que Certainement, c'est mais pour le coup, l'histoire suivante est beaucoup plus intéressante parce que c'est l'autre histoire un peu longue qui aussi recouvre 3 fascicules. Cette fois, c'est fait par Nunzio De Filippis, Cristina Ver et José Luis Garcia Lopez. Donc c'est aussi un long récit, mais pour le coup, dans la présence, c'est beaucoup plus justifié. Où on a un pharaon, donc une espèce de Toutankhamon, enfin un personne qui vient avec un super vilain qui intervient avec un masque égyptien et un sceptre égyptien et qui est super fort. D'ailleurs, on n'expliquera jamais comment il est super fort. Enfin, c'est un peu bizarre, mais qui attaque la ville en semant des énigmes. Et Batman soupçonne d'abord le Sphinx, puis quand il comprend que c'est pas le Sphinx, s'allie avec le Sphinx parce que clairement ce pharaon utilise des énigmes qui ressemblent vraiment à celles du Sphinx, donc il a besoin à la fois du Sphinx pour résoudre ces énigmes, mais aussi pour rentrer un peu dans la tête de ce pharaon, comprendre un peu qui il est, comment il raisonne, et essayer évidemment d'anticiper ses prochains crimes et le capturer. Petite chose décevante, c'est que ça reprend beaucoup d'éléments de la mort de Batman, donc l'histoire dont je parlais précédemment sur cet auteur de romans policiers qui est enlevé, qui est enlevé et où Batman déjà faisait un team-up avec le Sphinx et on sent en fait que les scénaristes ici ont lu La mort de Batman et en reprennent quelques éléments. Parfois c'est vraiment à la séquence près, au dialogue près. Donc c'est un peu lourd et je trouve un petit peu maladroit quand même dans une anthologie de mettre une histoire qui est un pastiche d'une autre histoire. Donc on a vraiment l'impression de tourner un peu en rond en retrouvant des choses qui en fait étaient déjà apparues 100 pages auparavant. Donc il y a un choix éditorial qui est un peu curieux, mais au moins l'histoire se justifie vraiment bien mieux que la précédente parce que voilà, on a un vrai team-up entre Batman et le Sphinx avec toutes les relations dont je parlais déjà dans la précédente aventure de défiance entre les 2 super vilains, mais aussi d'estime réciproque, avec des petits moments où ils se trahissent l'un l'autre. Mais il y a quand même ces moments aussi où on sent une certaine communauté d'esprit entre les 2 qui rendent l'aventure assez humaine, assez vivante, assez intéressante.
Donc ça reste une bonne aventure qui se justifie assez bien, mais voilà, il y a ce parallèle avec l'aventure précédente qui fait que ça interroge quand même sur la vitalité de Nigma si, 2 auteurs doivent raconter la même histoire et si ces 2 histoires un peu identiques quand même sur plein d'aspects doivent, apparaître dans la même anthologie. Et ça s'achève déjà sur une aventure de Scott Snyder qui est donc, extrait du run de Ouais. Snyder, plus précisément d'une des histoires un peu annexes puisqu'on est dans Batman de 23.2. Donc c'est tous les numéros qui étaient entre le fascicule 23 et le fascicule 24 de Batman. Donc c'est le moment où on croit que Batman est mort dans la continuité. Donc c'est un tout petit récit, un peu avec un peu de gore gratuit qui surprend. Et tout ce qu'on raconte en fait, c'est que Nigma attaque une tour, mais tout lui paraît trop facile parce que dans un monde sans Batman, c'est une méditation qu'on a déjà beaucoup vue avec le Joker par exemple. Quand il n'y a pas Batman, en fait, les super vilains les plus intelligents s'ennuient parce qu'ils ne trouvent plus de challenge à leur niveau. Donc on sent que Snyder tente de méditer sur, qu'est-ce qui fait que Nigma est Nigma et que, le fait que Nigma n'existe en fait que par rapport à Batman. Mais, franchement, l'histoire prend trop de place sans être intéressante et la méditation ne prend pas assez de place elle-même. Ça manque vraiment de quelque chose. On sent que c'est plus un filler consacré au Sphinx ou un échec à réfléchir sur le Sphinx que vraiment une bonne aventure. Donc comme souvent malheureusement sur ces anthologies, on finit sur une des histoires les plus faibles Ouais. qui s'imposait certainement parce que voilà, il s'agissait quand même de raconter une histoire un peu contemporaine. Là, on est sur du 2013, Ouais. mais bon, c'est un petit peu dommage. Et je me dis que ça aurait pas été du luxe de remettre, de mettre l'un des numéros de la guerre des énigmes et des blagues, donc du run de Tom King, où le Sphinx était essentiel en fait. Ouais, ouais. C'était Peut-être, vraiment mais après, super. c'est peut-être le choix aussi de ne pas publier des choses qui ont déjà été éditées. D'ailleurs, cette histoire-là n'avait pas été éditée dans le run principal, enfin, Je dans, crois pas, dans non. les albums d'Urban, ça me parle pas, donc je pense que ça n'a pas été édité dans les récits, enfin, les tomes principaux de Batman de Scott Snyder chez Urban. Donc effectivement, je Ouais, pense que je le pense qu'ils choix, c'était de pouvoir proposer quand même du Sphinx un peu plus contemporain, comme tu disais, et en même temps, enfin plus moderne, et en même temps, sans aller repiocher des choses qui avaient déjà été éditées, quoi. ouais, ça c'est toujours le débat qu'on a à Ouais, chaque fois en fait sur, c'est ça. à quel point est-ce que c'est bien d'avoir des inédits, sachant que ce sont typiquement les Batman Arkham, ce sont des volumes qu'on offre surtout à des gens qui aiment le Sphinx ou qui s'intéressent au Sphinx. Donc ça s'adresse pas forcément à des grands spécialistes qui ont déjà tout lu, mais plus à des vrais curieux et à mon avis, mais après apparemment c'est pas l'avis de DC ou d'Urban, c'est à mon avis, quand tu achètes un volume sur le Sphinx, tu t'attends surtout à retrouver tous les bons récits sur le Sphinx. C'est un volume un peu définitif sur le Sphinx qui te montre vraiment Mmh. la vitalité du personnage avant tout, peu importe que ça a été déjà publié ou pas, du moment qu'il y a quelques inédits dedans. C'est quand même dommage de passer à côté de choses qui sont fondamentales sur le Sphinx, sous prétexte que ça a été déjà publié, alors que ces choses fondamentales sont bien meilleures que la plupart des choses qu'on trouve dans le volume. Enfin, je trouve ça un peu paradoxal quand même. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est différent de, par exemple, les récits, anthologiques qu'ils avaient fait sur le Joker, par exemple. Ils avaient fait un Joker anthologie et cetera, qui là reprenaient même des récits qui étaient déjà édités. Ils se souciaient pas forcément du fait que ça soit jamais édité en France ou pas. Après là, il avait dit, hein, il avait annoncé que ces séries-là, allaient comporter une grande majorité de récits non édités en français. Donc c'est aussi un peu Ouais, le mais but quand même, quoi, du coup. une majorité, mais en l'occurrence, elle est là, la majorité Ouais, d'inédits. ouais. Donc Mmh. rien n'empêchait de rajouter le King à la fin parce que je pense que dans l'esprit de tout le monde, ce que King a fait sur la rivalité entre le Sphinx et le Joker, c'est certainement une des meilleures choses qui a été faite sur le Sphinx ces dernières années et peut-être la dernière bonne chose qui a vraiment été faite sur le Sphinx ces dernières années. Donc c'était quand même un numéro assez marquant où le problème du Sphinx, c'est toujours que, bah, il a l'air un peu d'un Joker au rabais. Ouais. Parce qu'il fait un peu les mêmes blagues, il a un peu le même sadisme et il est souvent juste moins intéressant que le Joker. Donc parvenir dans un volume à presque mettre le Joker et le Sphinx à égalité, surtout bon, c'était magnifiquement bien dessiné, c'était un arc qui était extrêmement dynamique, très inventif. C'était vraiment une belle manière de valoriser ce personnage. Donc c'est assez chouette qu'on l'évoque quand même rapidement, dans l'introduction au tout début du volume. Mais voilà, disons que si on considère que l'un des buts des anthologies, c'est à la fois d'être, fidèle au personnage et de montrer à quel point le personnage est intéressant, je trouve que vraiment ça aurait servi le volume de montrer qu'un auteur très contemporain dans quand même l'avant-dernier run sur Batman, avait su en faire quelque chose d'aussi passionnant. Ouais. Globalement, l'anthologie, elle est assez convaincante au début avec de bonnes histoires, mais assez peu d'histoires qui sont complètement inoubliables. Je trouve qu'au début, on est assez convaincu
parce que les premières histoires sont vraiment chouettes, on tombe très vite sur le gaiman, mais au bout du compte, on a aussi l'impression que Enigma n'est pas si passionnant que ça. C'est, parce qu'on a des histoires qui se répètent les unes les autres et des histoires qui, bah, globalement, ne sont pas vraiment marquantes. Même l'histoire Ah, dont vous avez dit qu'elle était assez convaincante sur le pharaon, c'est une, c'est une bonne enquête, enfin ça montre bien la relation entre Batman et le Sphinx, donc c'est assez chouette, mais c'est pas non plus une histoire vraiment forte. Ça serait une histoire un peu quelconque dans une continuité, mais voilà, ça fait plaisir parce que effectivement, ça permet de réfléchir à la relation entre Batman et le Sphinx, parce que ça c'est toujours bien. Mais c'est pas une histoire qui va nous frapper aussi fort que certaines histoires, par exemple, du volume sur Ivy, que j'avais trouvé vraiment beaucoup plus marquant, ou sur Dent, ou même sur le Pingouin, où je trouve que globalement, dans la moyenne, il y avait plus d'histoires qui étaient vraiment marquantes d'un point de vue esthétique, enfin dont on pouvait se souvenir après la lecture. Là où ici, à part celle sur Gaiman et peut-être quelques moments dans 2 ou 3 autres, ça reste un volume qui est plus oubliable que les autres. Donc ça reste un bon volume, parce qu'encore une fois, les Batman Arkham sont toujours faits avec soin et on retrouve ce soin ici. Mais c'est pas celui qui, à mon avis, sert le mieux le personnage et voilà, comme je disais, Ivy ou Dent ou même le Pingouin était bien plus convaincant et surtout ce qui est dommage, mais ça on vient de le dire, c'est que cette impression que le Enigma n'est pas si passionnant que ça, elle est biaisée. Elle est biaisée par le fait qu'on n'a juste pas forcément sélectionné les bonnes histoires. oui, on n'a pas forcément mis l'accent sur les meilleures histoires, mais plus sur des histoires intéressantes, plus ou moins intéressantes, mais non éditées, quoi. C'est ça aussi Ouais, le voilà, truc. mais au risque d'être plus ou moins intéressant, alors qu'on sait à quel point Ouais, le Sphinx est important dans Silence, par exemple, ou dans le Run de King, et bien dans sûr. quelques autres histoires. Et ça aurait vraiment servi le personnage, à mon avis, de quand même montrer à quel point il a su être important dans le contemporain, alors que là, on a un peu l'impression qu'il y a plus grand chose à raconter dessus, qu'on a épuisé le personnage, alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est toujours un peu dommage. Mais voilà, bon, ça reste une bonne anthologie, mais voilà, comme je vous le disais, si vous avez vraiment le choix entre plusieurs anthologies Arkham, et que vous n'avez pas de préférence marquée pour le Sphinx, c'est pas forcément le volume à acheter en priorité. Mais ça reste Ok. quand même un bon volume. Ouais, ouais, je pense que ça a été plutôt positif, en tout cas dans tes retours. Globalement. Donc, effectivement, toujours assez conquis par ces Batman Arkham. Peut-être que c'est le moment d'enchaîner. Tu vas encore garder la parole puisque tu vas enchaîner avec un autre ouvrage anthologique, puisqu'après Batman Arkham, le Sphinx, voici Batman Arkham Mythologie, consacré à la Batmobile et autres véhicules, important de mentionner qu'il y ait aussi mentionné et autres véhicules sur la jaquette. Euh, Justement, ce Batman mythologie consacré à la Batmobile, on sait que tu as été plutôt convaincu par les Batman Arkham, tu es en général moins convaincu par les Batman mythologie. Est-ce que c'est également le cas aujourd'hui avec la Batmobile? Et malheureusement, oui. Alors, l'un des problèmes récurrents avec les mythologies, c'est que comme ils ont des sujets extrêmement vastes, ils font des choix qui sont parfois un peu bizarres, qui s'entremêlent autour de leur sujet. Enfin, je comprends, c'est pas forcément évident de faire une anthologie sur, la ville de Gotham, par exemple, ou Oui. les alliés de Batman. Enfin, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire ou de il est pas forcément facile de garder un focus sur à la fois les bonnes histoires, plus l'importance d'être patrimonial, donc d'avoir les premières aventures, les aventures emblématiques, plus de bien couvrir le sujet. Enfin, il y a beaucoup d'impératifs qui se mêlent et qui font que ce sont des anthologies qui sont assez difficiles à bâtir. Bon après, DC et Urban ont choisi de faire ces anthologies, donc il faut quand même qu'ils assument aussi, le fait qu'ils fassent des choix qui sont pas toujours satisfaisants. Mais là, je me disais: «Bon, on va parler de la Batmobile et autres véhicules, ça va, c'est quand même un sujet assez précis pour qu'on puisse a priori faire des choses pas mal» et bon, bah, encore une fois, j'ai été assez déçu. Alors, Ah, déjà, dis-nous comme souvent tout. dans les mythologies, l'avant-propos est vraiment très bref. D'accord. Mais vraiment, alors que sur la Batmobile, il y avait quand même a priori des choses à dire. Là, c'est vraiment très peu historique, très peu factuel, étonnamment. On ne parle même pas, par exemple, de la première voiture que conduit Bruce Wayne, alors que c'est le genre d'anecdote qu'on pourrait s'attendre à trouver et on se souvient que dès les tout premiers volumes des tout premiers numéros de volume, il y avait de Batman, il y avait ce fascicule de Gardner Fox où, pour la première fois, on voyait Batman circuler entre les lieux du crime et on le voyait, c'était assez amusant, en costume, conduire sa petite voiture, pas du tout une Batmobile à l'époque, hein, une voiture relativement commune dans les rues de Gotham. Parce que pour la première fois, Gardner Fox, qui était avocat, insistait vraiment sur le réalisme. Enfin, il avait une approche assez terre à terre de Batman et c'est Mmh. d'ailleurs lui qui avait aussi forgé la plupart des gadgets de la Bat-Ceinture de Batman. Toi, cette idée que ça a beau être Batman, justement, c'est un être humain. Donc c'est un être humain qui a besoin de se déplacer, qui a besoin de trucs pour monter sur les toits, pour endormir les ennemis, et cetera. Donc qui a besoin quand même de se bâtir une panoplie.
s'il veut pouvoir vaincre les super vilains, c'est pas juste quelqu'un qui apparaît par magie, là où sont les super vilains, qui les tape, qui les assomme et puis voilà, fin de l'histoire. Donc c'est le genre de choses qui aurait pu que j'aurais pu trouver intéressante. De même qu'on aurait pu parler de la première fois où la voiture de Batman devient Batmobile. Enfin, il y a pas mal de petites étapes dont qu'on se serait attendu à voir évoquées en fait dans ce qui est supposé être un historique de Batmobile et qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, déjà cet, avant-propos comme souvent est vraiment très light alors qu'il y avait des choses qui paraissaient assez faciles à retrouver quand même. Donc on a une sélection. Oui, voilà, l'un de mes problèmes, centraux, là, je vais pas forcément revenir histoire par histoire parce que ça me paraissait plus pertinent sur le Sphinx qu'ici, sachant que là, l'un de mes problèmes récurrents avec ce volume, c'est que, bah, souvent la Batmobile, on s'en fiche, en fait. Ah, Et que sur une douzaine d'histoires, on a autant d'histoires où, bah, voilà, oui, il y a une fois à un moment de l'histoire, Batman, il prend la Batmobile pour, taper quelques super vilains. D'accord, comme en fait dans des centaines d'histoires de Batman et c'est vraiment pas du tout intéressant, ça ne dit vraiment rien sur la Batmobile. Là, par exemple, toute première histoire qui est scénarisée par Bill Finger, dessinée par, supposément par Bob Kane, on a, 3 super vilains qui racontent comment leur plan a été enfin 3 vilains qui racontent comment leur plan a été déjoué par Batman. Dans l'une de ces 3 histoires, un criminel, essaie de tromper la police en gros, il essaie de faire croire à la police qu'un crime va avoir lieu à tel endroit et du coup ça détourne la police sur, sur une zone de Gotham pendant qu'il est en train de piller une autre et à un moment Batman, est tellement rapide avec sa Batmobile qu'il parvient à faire le tour des différents lieux et à appréhender les criminels à la fin. Donc le criminel dit qu'il est impressionné que, Batman avec sa Batmobile ait pu faire le tour de la ville aussi vite. Et c'est tout. C'est d'accord. vraiment tout. Donc on parle de la Batmobile sur 3 4 cases d'un fascicule dans l'une des 3 histoires de vilains sur un fascicule entier. Et ça, c'est la première histoire de ce volume qui est supposé être consacré à la Batmobile. Donc déjà, on se dit qu'on part plutôt mal. Heureusement, par la suite, on on a pour le coup un des récits qui sont fondamentaux, un récit de 1950 où, Batman explique qu'il a besoin d'une nouvelle Batmobile parce que son ancienne Batmobile n'est plus à la hauteur pour vaincre les super vilains actuels. Et ça pour le coup, c'était bien vu, dès l'introduction du volume, en fait, on rappelait que la Batmobile sert aussi de miroir à la société américaine, à l'évolution de la société américaine, l'évolution des mentalités, aux rêves technologiques américains, qui évidemment évoluent avec le temps parce qu'on fantasme pas sur les mêmes voitures dans les années 40 que dans les années, 2000-2010. Bien sûr. Et donc là, on a vraiment Batman qui se dit: «Bon, bah, moi, j'ai un vieux taco, il est temps de faire de la Batmobile un véhicule du futur parce que j'ai besoin que ma voiture soit vraiment performante et ait 10 ans d'avance sur les voitures actuelles, qui sont les voitures utilisées par les super vilains». Donc là, pour le coup, c'est vraiment le genre d'histoire assez, essentielle. L'histoire est pas mais on voit enfin Oui, que pour Batman, les objets qu'il utilise ont besoin d'être performants et en l'occurrence, ça se concentre sur la Batmobile qui est le sujet du volume, donc ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on demandait. De même, on a un volume sur une histoire sur le Batplane juste après de 1950 qui s'appelle aussi La naissance du Batplane, donc c'est exactement la même chose en fait, c'est aussi une histoire où, du Batplane 2, c'est aussi une histoire où Batman estime que son vieux Batplane n'est plus performant, du coup il a besoin en plus, son Batman est attrapé par des super vilains qui le produisent en série et donc Batman a besoin d'un vrai Batplane 2 pour pouvoir vaincre tous ses anciens Batplanes qui étaient déjà des véhicules particulièrement performants pour l'époque. Donc une espèce de guerre technologique qui encore une fois dans l'intrigue est pas intéressante, mais dans ce que ça montre de la guerre technologique et de cet impératif pour Batman d'être toujours en avance sur son époque et en l'occurrence même sur lui-même est assez révélatrice de la démarche de Batman et du rêve technologique américain, donc ça c'est toujours, ça c'est toujours pas mal. Ensuite, ouais, voilà, on a encore une histoire, une des histoires que j'évoquais tout à l'heure qui me surprenait, donc on fait un petit bond de 30 ans, entre ah, 50 et le 79, fameux bond de 30 ans. exactement. Et on a une, très chouette histoire, donc en 79, je rappelle que c'est l'époque où Barbara est, Congresswoman, donc en gros elle est députée, Barbara Gordon et puis elle essaye de vivre à la fois ses activités de Batgirl et de Congresswoman. Ça, évidemment, c'est toujours un des aspects qui, moi, m'intéresse. Vous savez que j'ai aussi cette fascination, c'est un des sujets de ma thèse et de mon livre sur Batman, sur comment est-ce que si les super-héros peuvent vraiment être utiles dans la société et comment cette utilité n'est pas
n'est pas visible que dans le fait d'arrêter des criminels, parce que arrêter des criminels, ça permet juste de restaurer la société telle qu'elle est, mais ça ne permet pas forcément de l'améliorer. Et donc de voir que Bruce Wayne crée des œuvres de charité, crée des écoles, des bibliothèques, et cetera, ou en l'occurrence que Barbara est députée, ce qui n'a pas été traité de façon aussi puissante que ça aurait pu l'être à l'époque, mais enfin c'était quand même une idée assez forte. Surtout que voilà, il y a toujours ce conflit entre, comment est-ce que je suis plus utile en tant que Batgirl ou en tant que Congresswoman? Et est-ce que je devrais pas renoncer à l'une des 2 activités pour être plus efficace dans l'autre? Et est-ce que, finalement il vaut pas mieux être, civil, agir civilement dans la société que d'être simplement un super-héros qui va se contenter d'arrêter les criminels. Enfin bref, il y a pas mal de réflexions, également de réflexions sur, le travail exemplaire que fait Bruce Wayne et le travail exemplaire que fait Batman. Enfin voilà, comment tout le monde en fait essaie d'allier ces 2 aspects de sa personnalité pour faire le plus de bien possible dans la société. Beaucoup de très, très bonnes choses. Il y a même une situation que j'ai vraiment beaucoup aimée avec une des jeunes qui manifeste contre le nucléaire, contre la centrale nucléaire de Gotham. On est en 79, hein, donc on est vraiment dans des choses Ouais. qui sont assez modernes. Enfin, pas modernes par rapport à la société américaine, mais modernes vraiment dans les comics. On est vraiment chez des auteurs qui essaient de réfléchir à la société. Donc là, c'est Steven Englehart et Yves Novik, c'est pas n'importe qui, mais enfin, ça fait quand même plaisir de voir ce genre de réflexion. Ils envisagent le moment où ils occuperont la centrale nucléaire contre la police pour vraiment montrer leur opposition à cette centrale. Et ils se demandent que fera Batman. Et en fait, on répond pas à la question, mais rien que le fait de poser cette question, c'est vraiment intéressant. C'est est-ce que Batman va être du côté de la police contre les manifestants qui bloquent une centrale nucléaire, ou est-ce qu'il acceptera de manifester avec les manifestants, parce que Batman semble effectivement anti-nucléaire et semble soutenir leur cause, mais quitte à être contre les flics. Enfin, du coup, c'est assez passionnant de lancer juste ce genre de petite méditation, le Ouais. temps de 2 cases, sans forcément les approfondir. Et comme vous le remarquez, ça fait 3 minutes que je parle de cette aventure, j'ai pas parlé une seule fois de la Batmobile, parce que, en Ah, fait, Batman utilise à un moment la Batmobile pour empêcher un avion de voler. Il y a un méchant qui va s'enfuir en avion, Batman prend la Batmobile, il fonce à toute vitesse et il empêche l'avion de s'envoler. C'est tout. Ça a absolument rien à voir avec le reste de l'intrigue. Ça apparaît OK. pendant une planche. C'est absolument ridicule que dans cette très bonne aventure qui aurait vraiment eu sa place dans beaucoup d'autres anthologies, y compris à la rigueur l'anthologie précédente d'ailleurs sur Batman et ses alliés, parce que ça montre une Barbara beaucoup plus intéressante que dans beaucoup d'aventures habituelles. Ça avait vraiment sa place là-dedans, mais pas du tout dans un volume sur la Batmobile. Et bon, bah c'est encore. Ah oui, chose assez amusante. On a, je sais pas si vous vous souvenez que Todd, enfin quand Todd est réinventé. Je rappelle Ouais. que la première fois que Todd est inventé, c'était juste un double de Dick avec des parents acrobates, et cetera. Et donc les Bien auteurs sûr. avaient décidé DC avait décidé que bon, bah, c'était un peu pourri en fait, on a 2 Robins et il y a un Robin qui est un copier-coller du précédent. Enfin, c'est quand même pas comme ça qu'on est supposé écrire des histoires. Et C'est ils pas avaient très suggéré, original. ouais, voilà, donc ils avaient trouvé judicieux de réinventer, assez brutalement ce Todd et d'en faire en fait un petit délinquant qui va voler les roues de la Batmobile. Bon, effectivement, c'était pas mal qu'on en parle là. Le seul truc, c'est que ici, on a les 2 fascicules qui introduisent Jason Todd dans l'univers. Donc, Jason Todd qui vole les roues de la Batmobile, c'est un événement assez crucial parce que c'est ce qui va permettre à Batman de repérer Todd et en fait, Batman va rire. Ce qui n'était pas arrivé à Batman depuis longtemps, parce qu'il va trouver ça vraiment très comique qu'un petit délinquant qui doit avoir 12 ans ose voler les roues de la Batmobile. Enfin, c'est hyper audacieux et ça va vraiment lui donner une certaine complicité, enfin une certaine sympathie pour, heu, pour Todd. Très bien, mais est-ce que pour une planche qui montre Todd voler les roues de la Batmobile, ça valait le coup de mettre les 2 fascicules entiers sur Jason Todd et comment Batman le place dans une école pour les jeunes défavorisés, mais en fait cette école elle est tenue par une espèce de mafia. Donc comme le mentionnait le titre du volume, on est sur la Batmobile et autres véhicules, y compris, en l'occurrence, les véhicules de la Bat-Famille. Et par exemple, on a juste après un numéro sur Robin avec sa Redbird, donc sa propre Batmobile. Un récit qui est ennuyeux, enfin qui est même un peu chiant, enfin je pense qu'on peut le dire, sur, OK. Kim qui essaie d'avoir une vie normale d'ado avec une petite amie, à un moment où Bruce est absent et donc il poursuit des voleurs de voitures. Franchement, ça serait une histoire avec la Batmobile, on s'en ficherait, mais complètement. Ça serait vraiment un filler assez médiocre. Mais en l'occurrence, bah voilà, c'est soit la Redbird. Donc évidemment, on le place dans le fascicule pour rappeler que Robin, à un moment, a eu sa Redbird. Je pense qu'on aurait pu faire sans, parce que le fait que Robin ait sa propre Batmobile, je sais pas, c'est un truc
dont moi je me souvenais pas particulièrement, dont on se fichait un peu de temps que ça a pas eu Ouais, ça a été très vite oublié par les auteurs que, bien bah, il a sûr, sa ouais. propre voiture rouge. Bon, bah, super. Mais voilà, donc on a toute une histoire juste pour rappeler que Batman Robin aussi a sa voiture. Ouais, après D'accord. c'est vrai que c'est anecdotique et en même temps, ça peut être quelque chose, enfin, c'est une découverte parce qu'effectivement même nous qui sommes très concentrés sur du Batman, on se souvenait plus forcément de cet élément-là, ou on n'avait plus ça, en tête, ou on ne l'avait pas su et donc le fait de mettre ça en avant, tu peux te dire: «Ah ben tiens voilà, j'ai appris quelque chose», tu vois? Même si le récit, comme tu dis, est pas très intéressant, Oui, tout à fait, mais ça peut du apporter coup un truc, quoi. du coup, on est ravis d'avoir appris quelque chose que même les scénaristes eux-mêmes ont vite renié puisque comme on dit, bah, la Red Bud elle apparaît plus ou pratiquement plus en fait dans les, 40 ans de comics qui ont suivi donc C'est vrai, bon, bah, c'est sûr. chouette, la Red Bud existe, super. L'une des meilleures histoires de ce véhicule, c'est celle de Dougman chez J.H. Williams 3, qui date de 96, un torrent permanent où, c'est juste Alfred et Bruce qui, qui discutent et avec Tim et Alfred qui veulent vraiment convaincre Batman de se reposer parce que Batman freeze un peu le burn-out. On a des super dessins qui n'ont rien à voir avec le style habituel de J.H. Williams 3 qui est un dessinateur qu'on avait surtout repéré sur Batwoman, qui est, quelqu'un de vraiment très très esthétique, très précieux, qui rappelle un peu toute une vague pré-raphaélite. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment très soigné. Là, il a un dessin très différent, mais qui fonctionne vraiment très bien, avec un Batman qui est assez patibulaire. Et ça j'aime toujours bien voir quand un Batman un peu brutal, qui, un peu rudimentaire, un peu rugueux. Ça change du Bruce Wayne, toujours, très civilisé, très carré qu'on peut avoir par ailleurs. Et encore une fois, vous avez remarqué au résumé que j'ai fait que je parle pas de tout Batmobile parce qu'en fait, toutes ces situations, ces dialogues de Tim et Alfred qui veulent convaincre Bruce de se reposer, se passent pendant que Alfred et Bruce, réparent la Batmobile. Donc en fait, ils ne D'accord, parlent pas de la Batmobile, tout ce qu'ils font, c'est la réparer. Et autour de cette réparation de Batmobile dans la Batcave, il y a toute cette discussion qui est vraiment intéressante, qui est là et qui fait qu'en fait, cette histoire, elle serait vraiment super dans un volume de méditation sur Batman. Batman qui réfléchit à son propre rôle en tant que Batman, à essayer de se reposer et cetera. Mais peut-être que si c'est juste pour montrer la Batmobile en train d'être réparée, sans que ce soit le sujet du comics, ça aurait eu sa place ailleurs plutôt que dans un sujet sur la Batmobile. Enfin, c'est encore une fois un peu étrange d'avoir ouais. des comics qui ne parlent pas de la Batmobile dans une anthologie sur la Batmobile. Est-ce que le fait de montrer la Batmobile, ça suffit? Sachant que bon, ben, des aventures de Batman où on montre la Batmobile, ça va, il y en a a priori quand même. Quelques-uns. Et bon, le numéro suivant est encore plus flagrant. Enfin, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment une catastrophe. C'est 3 histoires différentes, toutes scénarisées par Chuck Dixon, donc dans 3 fascicules différents, Detective Comics de 705 à 707 et 3 fascicules où on ne parle pas du tout de Batmobile. Il y a des fois où Batman est dans la Batmobile. Encore une fois, il est tout le temps dans la Batmobile, mais c'est tout. Il ne parle pas de la Batmobile ne fait rien de particulier, il est juste dans la Batmobile, c'est tout. En roulant de temps à D'accord, ouais. autre, hein, quelques plans de temps à autre parce que parfois il a besoin de rouler, donc il est dans la Batmobile quand il a besoin de rouler, mais sinon il mène son enquête tout à fait normalement. Enfin, c'est une voiture complètement classique et voilà, on a quelques planches où, bah, comme Batman il doit prendre sa voiture, ben, il prend sa Batmobile quoi, c'est tout. Et on a 3 fascicules là-dessus, qui n'ont rien à voir avec la Batmobile. En fait, je me demande si les éditeurs n'avaient pas juste fait une liste de tous les comics où la Batmobile apparaît, puis ont lu ces comics, se sont dit et ont oublié que l'anthologie portait sur Batmobile, ils se sont juste dit: «Tiens, cette histoire-là, elle est chouette, on va la mettre dedans, cette histoire-là, elle est chouette, on va la mettre dedans» et ont complètement oublié d'avoir cette grille de lecture de: «Est-ce que ça dit quelque chose de la Batmobile? Est-ce qu'on la montre d'une manière particulière ou pas?» Et ont finalement juste opéré une sélection d'histoires correctes où la Batmobile apparaît, quitte à ce que la Batmobile soit juste un pur véhicule, sans aucun traitement, sans aucune méditation, sans aucune mise en scène. Enfin, c'est Ouais, ouais. ouais, bon, à la OK. rigueur, on a une autre histoire de Chuck Dixon qui est pas passionnante non plus, mais qui est sur Nightwing qui décide de se fabriquer sa propre voiture. Ah là, comme pour Robin tout à l'heure, comme pour Jason Todd, tu Exactement vois, on sent qu'il y a quelque chose. et c'est exactement pareil, en fait. C'est une histoire qui est Ouais. moche, qui a aucune conséquence, qui est pas importante, qui est pas intéressante parce que franchement, j'avais oublié complètement aussi que Robin à un moment avait eu sa propre Batmobile et qu'il avait fabriqué lui-même. Bon, ben, désolé, mais c'est aussi un truc que les scénaristes ont complètement renié, comme quoi c'était pas ils auraient dû prendre des leçons de l'échec de la Redbird du précédent. Mais bon, voilà, bon, au moins on a un Robin qui fait sa voiture.
Bon, d'accord, on est ravis de l'apprendre, voilà, c'est moche et on s'en fiche, mais au moins, on peut dire que ça au moins ça prend pas beaucoup de place. Donc on a quelques pages sur un Robin qui se fait sa voiture, c'est toujours plus intéressant que d'avoir 50 pages qui ne parlent pas de Batmobile. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, donc pourquoi pas? Ouais. Oui, après voilà, c'est ça en fait, c'est d'un côté, bon comme tu disais, c'était décevant le fait d'avoir des histoires qui parlaient pas forcément qui étaient intéressantes, mais qui étaient pas centrées sur la Batmobile et après d'un autre côté, bah, là du coup ça parle de véhicules en tout cas donc même si Oui, l'histoire est moins intéressante. Bon, tout à fait, mais comme lui, pour le coup, en histoire de 5 pages, bon, bah, pourquoi pas, hein, c'est pas oui, et oui. ça s'achève sur une mini-histoire sans prétention de, Scott Snyder et James Tynion dans Batman 21 en août 2013 sur, pour le coup assez chouette, sur Bruce qui a 19 ans et qui apprend à conduire et qui pour apprendre à conduire, apprend auprès d'un criminel d'un criminel, qui est particulièrement virtuose justement avec ses véhicules et qui finit évidemment par le faire arrêter parce que bon Batman ne va pas être avec un criminel constamment. Mais c'est le genre de petite gourmandise qu'on apprécie aussi parce que c'est le genre de avec en plus dessiné par, Raphaël Albuquerque, donc c'est vraiment extrêmement joli. Et voilà, en tant que gourmandise sur, Bruce qui conduit à toute allure en tant que Bruce, même pas en tant que Batman et qui est, en tant que conducteur d'un criminel et qui essaie de faire arrêter le criminel sans se griller sur le fait qu'il n'est pas du tout son complice. On est vraiment dans Batman qui conduit, qui apprend à conduire, c'est pas la Batmobile, mais on est complètement Il y a dans, un lien, on est ouais. complètement dans le sujet. Donc c'est une chouette gourmandise, mais et on achève au moins sur le véhicule, le volume sur quelque chose d'assez positif. Mais est-ce qu'on peut vraiment apprécier à sa juste valeur une gourmandise, sachant que on n'a rien eu avant en fait? L'intérêt d'une gourmandise, c'est quand même d'être un petit bonus après quelque chose de consistant. Mais je trouve qu'on n'a eu aucune consistance avant, parce que encore une fois, la Batmobile sur je sais plus combien l'anthologie fait de pages, à peu près 300 j'imagine. Ouais, environ, ouais. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, un peu moins, Je l'ai un peu plus moins en de tête, 3. mais on peut regarder ça rapidement. Je vois 277 pour la dernière histoire, donc c'est ça, à peu près 285, Ouais. 185 planches. On a peut-être, on a plus de 150 planches d'histoires qui n'ont absolument rien à voir avec la Batmobile. Une cinquantaine de planches sur, tiens, Nightwing, enfin tiens les Robins ont leur propre Batmobile et puis c'est un peu tout en fait. Je trouve ça assez fou. Heureusement, à la fin, on a quelques dessins sympas. On a, comme souvent, une petite galerie, notamment une représentation du tank de The Dark Knight Returns. Vous Ouais. savez, la Le Batmobile fameux. complètement irréaliste, grotesque, que Batman se fait quand il va affronter le chef des mutants dans The Dark Knight Returns. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de photogramme de film. Quitte à faire une galerie sur les principales Batmobiles, on pourrait avoir un photogramme de la Batmobile de Burton, par exemple, ou de la Batmobile de Ouais. 66. Enfin, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on pourrait s'attendre pour montrer En un peu à quoi ouais, ressemblait Batman. celle de Ou Burton, un sur la couverture, qu'on voit là Ouais, d'ailleurs sur la vidéo, mais c'est vrai que, voilà, c'est assez léger après. par en fait, on peut trouver n'importe où sur internet, si vous tapez, «Histoire de la Batmobile», vous pouvez trouver des dessins qui montrent vraiment, une trentaine de Batmobiles différentes avec l'année à chaque fois auquel elles ont été conçues. C'était passionnant de retrouver ça là, pour montrer aussi vraiment de façon visuelle, en un seul schéma, l'évolution de la Batmobile. De même qu'on aurait pu avoir plein de dessins des autres véhicules de Batman, parce qu'on sait que Batman est passé par beaucoup de véhicules qui parfois étaient assez, assez ridicules, enfin des bas sous-marins, des bas de fusée, enfin des choses qui parfois sont assez grotesques et ça aurait été amusant aussi d'avoir cette galerie de montrer tous les véhicules ou, tous les véhicules un petit peu emblématiques par lesquels est passé Batman, mais non, même pas. Donc on retrouve vraiment ici tout ce que je n'aime pas dans les Batman mythologie, à la fois dans la démarche éditoriale, dans la sélection des histoires et je dirais même que c'est pour moi un des pires volumes parce qu'au moins dans les précédents, on on était quand même souvent dans le sujet. Donc à la rigueur, vous achetiez un Batman ami et allié, bon vous saviez que ça allait être très bizarre dans la section d'histoire parce que comment en 300 pages mettre les alliés et les ennemis de Batman, mais au moins que les histoires allaient parler des alliés et ennemis de Batman. Enfin ça, c'était pas compliqué d'avoir des histoires dans le sujet. Là, pour le coup, vous achetez un volume sur la Batmobile en étant peut-être curieux de mécanique ou juste fan de Batmobile. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de la Batmobile et qui ont plein de petits jouets Batmobile chez eux. Ben, vous allez être vraiment déçus parce que ça parle à peine de Batmobile. Vous voyez à peine les Batmobiles, vous n'avez pas de vraie vision de l'évolution des Batmobiles, à part encore une fois des deux fascicules qui montrent vraiment la volonté pour Batman d'une avancée technologique dans sa Batmobile qui pour le coup sont vraiment les histoires les plus pertinentes par rapport au sujet. C'est vraiment pas une anthologie sur la Batmobile, c'est une anthologie
qui n'a pas de sujet, qui sait pas quoi raconter, qui n'a pas su trouver des histoires sur la Batmobile et qui du coup a besoin d'histoires où sur 50 pages, il y a 3 planches où Batman, roule dans sa Batmobile et ça suffit à en faire une histoire sur sa Batmobile. Enfin Ouais. c'est vraiment light, c'est vraiment très, très Trop léger, décevant. ouais. Effectivement. Alors pour répondre à ta question, c'est 296 pages exactement pour le volume Et puis sur, cette Batman mythologie, sur la Batmobile et autres véhicules. Vous l'aurez compris, Siegfried était moins emballé par ce Batman mythologie, ouais, qu'il l'a un été peu moins. sur, que celui qu'il a été sur le Batman Arkham. Mais bon, on va peut-être pouvoir, aussi enchaîner avec, un nouveau récit, un nouvel ouvrage qui a été publié donc, entre novembre et décembre dernier. Et cette fois, on va s'attaquer au Batman White Knight, le fameux dernier récit du Murphyverse, j'ai envie de dire, consacré cette fois-ci à Harley Quinn. Alors c'est assez. Alors cette fois, je vais te permettre de te reposer un petit peu, Siegfried, parce que tu parles beaucoup depuis le début, parce qu'effectivement, j'avais pas lu les autres récits, donc je n'avais pas lieu à intervenir. Mais je vais prendre un petit peu la parole pour parler de ce Batman White Knight que j'ai lu. Attention, malgré tous mes retards en lecture, j'ai réussi à lire un petit peu de choses qui sont parues il y a pas très longtemps. Sur ce Batman White Knight Harley Quinn, c'est vrai que euh, moi, enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à adorer le Murphyverse. J'ai beaucoup adoré ce Batman White Knight, Curse of the White Knight, un petit peu en dessous du White Knight original, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Et puis voir là, du coup, un nouveau récit dans cet univers-là, cette fois consacré à Harley Quinn, un personnage qui a quand même un rôle essentiel dans le Murphyverse, il faut le dire. Euh, alors, Et il que faut tu aimes aussi bien, il faut le dire aussi. et que j'aime beaucoup effectivement. Et donc petit changement quand même au niveau des auteurs, c'est Katana Collins qui se charge principalement du scénario, même si elle est accompagnée par Sean Murphy. Et Alors, c'est Murphy l'a juste accompagné sur l'histoire. Par contre, le scénario est entièrement fait par c'est Katana ça, Collins. c'est ça, c'est ça. Donc, mais bon, je veux dire, elle n'a pas fait entièrement seule. Et puis Matteo Scalera au dessin, qui produit quand même du dessin très très proche de ce qu'on a l'habitude de voir par Sean Murphy. Et donc c'est vrai que, alors, Harley Quinn qui a un rôle essentiel donc dans le Murphyverse. Pour faire un petit peu un bilan de ce qui se passait avant, on a Bruce Wayne, Batman, qui suite aux derniers événements à Gotham, se retrouve enfermé en prison. Et Harley Quinn qui a perdu donc Jack Napier, alias Joker, qui est décédé. Euh, donc elle était enceinte, elle a accouché de jumeaux. Et elle se retrouve donc avec ses deux hyènes, ses deux jumeaux, et femme au foyer. Alors c'est du coup assez spécial parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de travail sur Harley Quinn, donc c'est plutôt intéressant de ce sens-là. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. D'une part parce que le scénario et l'écriture est assez dynamique. Il se passe des choses, ça va vite, ça prend et en même temps, ça prend le temps d'avoir des dialogues qui permettent de mettre en avant ce que pensent les personnages, de mettre en avant leurs doutes, et notamment les difficultés qu'a Harley Quinn dans cette volonté d'être. On sait que c'est une ancienne vilaine, mais en même temps, elle veut faire le bien. Alors en même temps, elle est tiraillée par son passé et par ce qu'elle veut devenir. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant. On a des antagonistes, des nouveaux antagonistes qui viennent aussi jouer sur les plates-bandes du Joker. Et Harley Quinn se retrouve engagée par le GTO, donc par la police, pour euh, avoir ce rôle de profiler. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, Harley Quinn est profiler dans tous les récits qu'on voit. Non, mais c'est vrai, c'est son nouveau rôle. À un moment donné, c'était la psychiatre, puis maintenant, c'est la profileuse. Et c'est vrai que euh, c'est plutôt intéressant, d'ailleurs, elle est très intéressante dans ce rôle-là, et ça m'étonne pas qu'on la voit du coup plusieurs fois dans ce rôle-là, parce que elle connaît tout le panorama, tous les vilains de Gotham très bien. Elle a ce passé, on l'a dit, de psychiatre. Et vu qu'elle est entre les vilains et les gentils, un peu comme les Catwoman par moment, elle a cet entre-deux qui fait que elle peut avoir
plusieurs intrigues qui s'entremêlent, avoir des relations avec des vilains et avec des gentils entre guillemets. Et c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a plusieurs intrigues qui vont se mêler les unes aux autres. Et c'est très bien ficelé. Alors, sans dévoiler le contenu du récit, forcément, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce récit. D'ailleurs, il a fait partie hein, de notre dernier podcast, dans Bad Talk, qui revient sur les tops 2021. C'est l'un des premiers tops qui nous est venu en tête parce que c'est un récit qui nous a tous, qui est touchant par moments, qui est intéressant, qui est profond. Et c'est en ce sens-là où moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette lecture. Bon, je peux pas en dire plus. Il y a des éléments de l'histoire qui sont touchants, que moi j'ai beaucoup aimé, qu'on puisse apporter ce genre de choses-là dans le récit. Euh, et c'est vrai que c'était une très très bonne lecture, en tout cas de mon côté. Euh, et qui vient. Alors, est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les autres récits du Murphyverse? Je pense que ça serait dommage parce qu'on raterait beaucoup de choses. Parce que Tout à ça fait, va oui, être, c'est voilà. possible, mais ça serait dommage, oui. Voilà, c'est possible, mais ça serait très dommage. Vaut mieux quand même, si vous l'avez pas lu, Batman White Knight ou Batman Curse of the White Knight, vaut mieux lire quand même ces récits d'abord. Mais c'est très très intéressant. Et si vous avez kiffé les deux premiers récits, vous allez certainement kiffer celui-ci. Donc voilà. Je sais pas ce que toi tu en as pensé, Siegfried. Est-ce que tu es sur le même ordre d'idées ou peut-être un peu plus nuancé? Un peu plus nuancé peut-être? Donc ça faisait partie de mon top aussi, comme tout le monde de toute manière dans Ouais. le dernier Bad Talk, donc mes réserves n'en font pas non plus un mauvais récit, très loin de là. Bon après je dois déjà avouer que sur la question du trait, je préfère quand même le trait de Sean Murphy, même si effectivement Matteo Scalera essaye beaucoup d'imiter Murphy. Oui, il est très proche quand Heu, même. C'est assez il proche. il l'assume d'ailleurs, hein, Oui, oui, je crois que c'est même au début du volume où il explique, qu'il revendique l'influence de Murphy pour le trait, même bien pour sûr, les ouais. angles de vue. Mais du coup, il fait des aplats quand même qui sont quand même très lisses, pour un style qui est beaucoup plus cotonneux que celui de Murphy qui est un peu plus sec et plus anguleux, que je préfère. Mais voilà, enfin, ça permet de créer une ambiance différente pour un récit qui de toute manière ne fait pas partie des White Knight, enfin, c'est partie du White Knight verse, mais c'est pas le White Knight 3 qui va sortir plus tard dans l'année. Donc quelque part, c'est bien aussi d'avoir cette petite distinction graphique sans trahir l'univers. Donc quelque part, ça fait plaisir, de même que pour le scénario qui Bien est quand même sûr, fait donc par la femme de Sean Murphy, tout Katana à fait. Collins et son épouse. Ça aide sans doute aussi pour la fidélité à l'univers. Et quelque part, je trouve ça assez chouette en fait que Sean Murphy écrit sur les Batman, son épouse écrit sur les Harley, sachant que Harley et Batman ont quand même une relation assez, assez romantique. Donc Ouais. Et ça s'ils permet ont un quand même enfant, il va certainement écrire sur des robines alors, c'est ça que tu veux dire? peut-être. Mais enfin, c'est intéressant dans la mesure où ça permet quand même aussi aux auteurs peut-être de se reconnaître un peu dans ces personnages. C'est Je trouve que c'est assez chouette en termes d'immersion, en tout cas, cette idée à la fois pour la fidélité au personnage et aussi parce qu'on a un personnage féminin écrit par une autrice, mais qui a quand même baigné dans les White Knight parce que c'était fait par son mari. Bien Donc il y sûr, a quand même un jeu de miroir qui peut permettre aussi de restituer plus fidèlement et de façon plus intéressante cette Harley. Et bon, effectivement, on retrouve complètement tout ce qu'on avait aimé. Et je pense que c'est difficile de pas aimer Harley dans les différents White Knight, parce que c'est quand même à la fois l'un des personnages qui est le plus surprenant, parce on lui fait des choses ouais, qu'on n'avait jamais vues auparavant dans la continuité. Et je pense qu'on l'a c'est oui, ça doit être le personnage qui subit le plus de transformations sur ouais, l'ensemble des personnages traités dans cette Elseworld qui est l'univers White Knight. C'est certainement le personnage qui subit le plus de mutations et en même temps qui est aussi la plus convaincante. Enfin, une révolution qui fonctionne à peu près auprès de tous les lecteurs. bien sûr, mais Et très donc touchante, effectivement, ouais, très touchante. ouais, tout à fait. Et vraiment très bien réinventée, très forte. Enfin, pour moi, c'est un récit qui est bien meilleur que Curse of the White Knight et bon, qui est infiniment meilleur que le truc sur Freeze, et qui était vraiment pour le coup l'addition la plus dispensable au White Knight verse, et le truc qui peut le plus déprimer enfin, autant on était enthousiaste sur l'idée que plusieurs grands auteurs pouvaient s'emparer du White Knight pour faire un peu leurs histoires, leurs spin-offs, etc. Autant Freeze, ça refroidissait un peu, sans mauvais jeu de mots, sous ces Attention, ça perspectives-là. c'est une blague à la Schumacher. Oui, mais j'assume tout à fait mon appréciation du Batman et Robin de Schumacher, donc ça va. Hem, donc pour moi, le seul gros problème, c'est que l'exploration de Harley est vraiment forte, mais l'histoire elle-même n'est pas si forte.
je Ouais. trouve qu'on s'intéresse pas vraiment à l'intrigue parce donc je vais pas du tout spoiler, mais on crée des personnages qui vont être, les suspects, les adjuvants, les némésis et cetera Mmh. du personnage qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc c'est vraiment on crée une petite galerie de personnages originaux, entre lesquels Harley va se déplacer pour essayer de trouver le coupable et découvrir tous les enjeux de de cette énigme et c'est je trouve qu'on s'en fiche un petit peu, en fait. Déjà, il y a pas vraiment d'enquête alors qu'on nous avance quand même une Harley qui est recrutée par, comme tu le disais, par le GTO pour, en tant que profileuse, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une péripétie, c'est plus les péripéties qui tombent sur Harley qu'elle qui parvient à Ouais, c'est les vrai. qui qui parvient à retrouver des pistes. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour un comics qui était supposé remettre Harley en tant qu'investigatrice au 1er plan. Pour le coup, c'était mieux géré dans Criminal Sanity, par exemple, ou comme tu le disais, dans les nombreux autres comics qu'on a eu récemment, qui essaient vraiment d'insister sur Harley, sur l'agentivité d'Harley, sur le fait elle avait une vraie compétence psychiatrique et donc elle pouvait vraiment être active dans le dépistage, la recherche des criminels. Là, on fait croire qu'elle a un rôle actif, mais dans les faits, quand on regarde un peu la structure dramatique, elle est quand même plutôt passive de ce qui se déroule autour d'elle. Et voilà, on se fiche un peu des personnages secondaires que sont, l'autre enquêteur, qui a une un autre enquêteur qui a une relation compliquée avec sa mère. Bon, ben, désolé, mais c'est pas on s'en fiche un petit peu. Ouais, ouais, Il y a une et en même temps, tu vois, c'est vrai qu'en soi, on s'en fiche, mais en même temps, tu te demandes quel rôle il va avoir et tu essaies de en même temps que Harley Quinn, c'est vrai qu'elle est pas très, proactive dans l'enquête et elle subit plus ces événements parce que du coup, elle se retrouve au milieu de tout ça, un peu projetée au milieu. D'ailleurs, au début, elle est assez réticente à l'idée d'y aller et puis elle finit par être convaincue et par prendre en main cette enquête. Mais c'est vrai que tu vois, tu te retrouves toi aussi, en fait, en tant que lecteur, projeté dans cette enquête, avec elle et tu es un peu comme elle dans le doute et dans le comment dire? Essayer de savoir, quel est le rôle de chacun de ces personnages et qu'est-ce qu'ils veulent et qui est ce «méchant» entre guillemets? Qu'est-ce qui tu vois? Donc je trouve que c'est Ouais, mais plutôt bien amené aussi de ce côté-là. le fait que justement tu enquêtes toi-même, ça rend l'enquête d'autant plus frustrante Ouais, tu te rends compte que Harley ne découvre rien en fait, à chaque fois elle tombe dans les pièges des super vilains qui du coup lui dévoilent ses plans, plus qu'elle ne ouais, découvre quoi que ce soit par elle-même. C'est un petit peu dommage et puis on sait que l'un des principes d'Agatha Christie par exemple, c'est de créer une galerie d'une dizaine de personnages ce qui fait que les doutes du lecteur vont de l'un à l'autre. Bon bah là on nous crée, 2 nouveaux personnages ennemis. Bon, il y a pas non plus tellement de suspense que ça oui, bien sur le sûr. fait que, tiens, dès les premières planches, Harley rencontre le nouvel enquêteur qui va être son adjuvant pendant toute l'enquête. Bah, peut-être qu'il va avoir un rôle un peu plus grand que celui de bête enquêteur. Bizarrement, c'est le seul nouveau personnage, donc tu sais, effectivement, il va avoir un rôle plus important. D'ailleurs, j'étais assez surpris de voir que l'un des super vilains majeurs de cette histoire disparaît complètement de la fin. Ouais, Je vais pas spoiler qui c'est, mais bien sûr. on a 2 super vilains qui nous sont présentés tout de suite, hein, donc c'est même pas un spoil tant que ça. Leur identité est davantage un spoil que leur existence, mais l'un des 2, qui apparemment est vraiment celui qui tirait les ficelles, n'existe plus à la fin de l'intrigue, dont on fait croire qu'elle est résolue, alors qu'on a, le pire des super vilains qui n'est juste plus là. Donc peut-être qu'il va revenir dans un hypothétique, Harley 2, Peut-être, mais enfin, peut-être. il était pas assez important dans cette intrigue-là pour qu'on ait vraiment particulièrement envie de le revenir, d'autant que son rôle, ce qu'il voulait faire semble relativement clos et les personnages semblent estimer qu'ils ont résolu l'affaire alors que le pire des criminels leur a échappé. Donc il y a ce sentiment en plus, cette insatisfaction sur la clôture de l'histoire qui fait que, ouais, pour moi en termes d'intrigue, ça reste quand même un petit peu frustre, un peu timide, ce qui est un peu dommage puisque l'exploration d'Harley elle-même est assez forte. D'ailleurs, j'étais très agréablement surpris de retrouver le Grey Ghost. Donc, je vous rappelle que c'était Ouais. tous les fans de la série animée se souviennent certainement de l'épisode sur le petit Ah, cœur fou où Batman rencontre ce Grey Ghost qui est un acteur ayant joué un personnage assez proche de Batman et qui était un modèle pour Batman. ouais, Et ce personnage était doublé par Adam West, donc il y avait tout un jeu de miroir qui était vraiment très chouette dans la tout à série fait, ouais. animée. Et cet acteur qui a joué le Grey Ghost revient rapidement au début de l'intrigue. Donc on pense il va peut-être avoir un rôle plus grand dans l'histoire. En fait, c'est plus pour faire Ouais, un c'est gros plus du clin d'œil. fanservice. On sait Voilà. que dans le Murphyverse, il y a beaucoup de fanservice, hein. Mais c'est vrai il est juste assez important dans l'intrigue, il apparaît juste assez pour qu'on puisse croire qu'on va le voir un peu plus que ça. Ouais, Et en fait, pas du tout. Donc c'est un peu dommage de créer des attentes et les décevoir ensuite, c'est pas la ouais, meilleure bah, manière de gérer du ouais. fanservice. Tu vois, Mais moi, ça tu vois, m'a pas forcément déçu parce que j'étais plutôt,
émerveillé ou hyper content de voir que ils avaient intégré ce personnage-là dans cet univers et je trouvais ça vachement bien, quoi. Ouais, Après, je suis d'accord. j'attendais pas plus que ça, tu vois. Ouais, d'accord, moi, ouais, je trouve qu'il apparaît quand même beaucoup, donc on s'attend quand même à le voir interagir avec Batman éventuellement, ou à le voir prendre un petit rôle dans l'histoire, et ça aurait été pas Ouais, mal, effectivement, vu que Batman est en prison en plus, d'avoir ce Grey Ghost devenant un allié de Harley Quinn, enfin, ça aurait créé une nouvelle profondeur assez intéressante. En bien fait, voilà, sûr. il apparaît comme assez important pendant un tout petit moment, puis disparaît complètement. Bon, c'est un petit peu dommage, mais ça fait quand même plaisir de le revoir, d'autant qu'on se souvient qu'on avait des affiches de Batman TAS dans la Ouais. cellule du Joker, dans le premier White Knight, donc il y a quand même cet amour de la série animée avec beaucoup de références dont on sait pas trop quoi faire, mais qui sont plus des clins d'œil assez chouettes pour le Oui, lecteur fan dans cet service. univers-là, donc ça fait plaisir. Je noterai quand même que ça fait plaisir de revoir Duke Thomas, et franchement, ce que fait Murphy de Duke Thomas est tellement mieux que tout ce qu'on a vu chez Snyder. Enfin, c'est assez dingue à quel point Duke Thomas est, voilà, il est chouette, il est charismatique, il a une bonne présence, il a un bon physique. Enfin, c'est un personnage qu'on a plaisir à retrouver, et c'est tellement mieux que tout ce qu'a voulu en faire Snyder. Heu, 2 petites remarques pour finir. Donc déjà, en plus du Harley, ces numéros incluent un numéro de Harley Black, White and Red, qui est, je vous rappelle, Ouais, l'anthologie en blanc, en noir, blanc, noir et blanc et rouge sur Harley Quinn, dont on avait déjà parlé précédemment. Donc ça inclut une petite histoire qui fait partie on avait déjà parlé, hein, qui fait partie ouais, bien sûr. de ce Murphyverse, sur la première fois où Harley est arrêté par Batman, et qui essaie de montrer aussi, enfin d'intensifier un peu cette relation, amoureuse entre, Batman et Harley, en essayant de continuer de la construire, puisqu'elle est quand même exprimée de façon relativement subtil, enfin relativement agréable dans tout le volume. Effectivement, si on nous avait balancé tout de suite Harley est amoureuse de Batman, bon, ça serait apparu comme une trahison un peu manifeste et pas forcément intéressante. Là, c'est quand même fait assez finement pour qu'on puisse espérer carrément, en tant que lecteur, une histoire d'amour un peu plus assumée entre les 2 personnages. Donc là, c'est assez chouette. Il y a un manque criant de subtilité émotionnelle dans les dialogues. Enfin, les personnages, crachent vraiment tout ce qu'ils ressentent de façon hyper explicite, hyper verbeuse. C'est pas très fin, mais l'histoire est vraiment très mignonne. Et deuxième anecdote, c'est cette histoire existe à la fois dans une version colorisée et dans une version noir et blanc, qui sont sorties Oui, simultanément. tout à fait. J'allais Et en parler effectivement parce que, le bah, récit vas-y, en commence, ouais. couleur est sorti en novembre et le récit en noir et blanc, que je vous affiche là et est arrivé, lui, en décembre. Vas-y, je te laisse continuer sur cet aspect-là, mais effectivement, c'est vrai que c'est bien de noter qu'il y a les 2 versions. Donc à titre personnel, je recommande la version colorisée, à 300. Déjà parce que c'est quand même colorisé par Dave Stewart. Enfin, on a quand même, avec Jordi Belair, enfin, il fait quand même partie du top 2, top 3 des meilleurs coloristes, contemporains, donc c'est un peu triste. Surtout qu'il parvient vraiment à appuyer ce côté cotonneux du dessin qui crée le qui crée l'atmosphère du comics. Et je vous avouerai que quand on retire les couleurs, comme justement c'est cotonneux et pas anguleux comme ça pouvait l'être chez Murphy, c'est ça devient beaucoup moins facile à lire en noir et blanc. Enfin, les traits sont moins distincts, c'est moins dynamique. Enfin, on perd beaucoup plus à retirer les couleurs qu'on y gagne. Donc je crois pas trop. Je suis pas toujours opposé au retour au noir et blanc, puisque ça permet davantage d'apprécier le trait et l'ancrage du dessinateur et de l'encreur, même si on y perd souvent quand même sur la volonté des auteurs qui, auparavant, avaient voulu les volumes, en couleur. Là, franchement, si vous hésitez entre les 2, même si vous aimez le noir et blanc, je pense qu'assez objectivement, la version en couleur est quand même vraiment supérieure. Ouais, c'est vrai elle est belle, la version couleur, elle est magnifique. Hem, OK, bon, vous l'aurez compris, 2e récit que Siegfried a apprécié, et gimmick donc de ce podcast, je suis obligé, Siegfried, de lancer l'alerte rouge. Tu le sais? Ouais, tu as apprécié ces 2 récits, donc c'est marrant parce que du coup enfin c'est marrant non, mais c'est vrai que c'était 2, enfin c'était une bonne lecture ce Bad White Knight d'ailleurs, moi j'ai beaucoup apprécié, je l'ai dit. Maintenant, je te propose peut-être d'enchaîner sur une nouvelle lecture, même si on va enchaîner assez rapidement parce que, la prochaine lecture dont on va vous parler, c'est, Batman Future State tome 2 qui est sorti, en mois de novembre. Alors on va en parler rapidement. Pourquoi? Parce que si vous suivez tous nos podcasts, vous savez qu'on a fait un Bad Talk, entier, consacré pendant, presque 2 heures, je crois, ou 1 heure et demie, consacré à justement, ce Batman Future State, qui est quand même un gros ouvrage, donc divisé en 2 tomes,
de plus de 350 et 400 pages, pratiquement les deux. Ouais, puis on Donc c'est revenait vrai vraiment sur que l'ensemble, on voilà, détaillait on revenait vraiment sur l'ensemble aventure par aventure. tout à Donc, fait, aventure par aventure. Et c'est vrai que c'est très détaillé. Alors, on va pas refaire ce podcast ici, mais peut-être juste globalement, ce que tu peux nous dire pour ceux qui ont pas forcément envie d'écouter 1 heure et demie, 2 heures de podcast sur ce Batman Future State, mais est-ce que c'est quand même une lecture que tu conseilles globalement ou pas, toi, Siegfried? Globalement non, enfin je trouve que le Future State, c'est un événement qui a été beaucoup grossi éditorialement, mais qui n'a pas du tout l'impact qu'il aurait pu avoir, qui, témoigne surtout d'une, hétérogénéité des styles et des histoires qui est assez dommageable, parce qu'on nous promettait un gros événement qui allait réinventer à la fois Batman et Gotham, et finalement on se retrouve avec un assemblage d'histoires qui sont très inégales, dont les plus importantes ne sont même pas les meilleures, enfin tout ce qui est relatif au Dark Detective, donc ce remplacement de Batman par un nouveau Batman qui est l'un des Fox, ou, à ce que Bruce devient dans cet univers est pas forcément palpitant ou pas forcément abouti. À chaque fois, les aventures sont beaucoup trop courtes pour aller vraiment loin et ne portent pas vraiment leurs fruits, je trouve, donc il y a quand même quelques très bonnes histoires. D'ailleurs, si vous ne voulez pas écouter un podcast d'1 heure et demie, j'avais écrit un petit article sur Comics of the Power où je faisais un top 3 des meilleures aventures du Future State. Évidemment, c'était aussi un prétexte à faire la critique de l'événement Future State en soi. Et donc 2 aventures de mon top 3 figuraient, apparaissaient dans le volume 2 de Batman Future State. Donc statistiquement, ce volume est pour moi un peu meilleur que l'autre. Un peu meilleur. C'était l'aventure consacrée à Nightwing et l'aventure consacrée à Catwoman, qui à mon avis sont de très, très loin, les plus Ouais, prometteuses du ils Future sont très State bien. et qui peuvent et que je vous conseille vraiment de feuilleter, parce que même si vous n'avez aucun intérêt pour Future State, ce que je comprends très bien et ce que ce que je suis franchement le premier à comprendre, ces aventures, pe en fait, ces aventures sont même meilleures indépendamment du reste. Parce que franchement, vous lisez le Catwoman, vous ne comprenez pas le rapport que ça a avec, Catwoman quand il apparaît précédemment ou Bruce Wayne quand il apparaît précédemment dans les autres aventures du Future State. Donc à Oui, la c'est rigueur, il vaut c'est même mieux les assez lire indépendamment. assez indépendant, ouais. Oui, voilà. Enfin, on retrouve des personnages qui apparaissaient déjà avant, donc normalement il y a une continuité qui devrait apparaître, mais en fait il y a aucune cohérence qui se dessine. Donc à la rigueur, il vaut même mieux les lire indépendamment pour les apprécier pleinement que d'essayer de comprendre la vague cohérence que ça peut avoir avec l'univers qu'on nous promettait avec le Future State. Mais ce sont deux récits qui sont vraiment très très chouettes, qui vous rappelleront vraiment tout ce que vous pouvez aimer dans Batman, dans Catwoman, dans Nightwing. Donc ça, c'est deux récits que je vous recommande, mais je vous recommande pas particulièrement l'achat du volume. De toute manière, si vous avez lu Batman Future State tome 1, enfin vous n'allez pas acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Et si vous avez lu le tome 1, vous saurez déjà très bien si vous avez l'intention si vous avez envie de continuer ou pas. Mais voilà, pour moi, ça reste un événement qui est un peu un pétard mouillé, qui a pas du tout l'ampleur et la cohérence qui était promise, et qui donne lieu à 3 ou 4 vraiment très, très bons récits, mais dont je recommande pas du tout la lecture, intégrale. Ouais, ouais, c'est vrai que je te rejoins dans l'ensemble, même si je serais un peu plus mesuré parce que je trouve que c'est quand même assez, enfin, je trouve que la moyenne, est comment dire? On n'est pas en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que c'est plutôt, correct, même si, tu as des récits qui sont, pas exceptionnels, mais ils sont, pour ma part, assez compensés par des récits qui sont très bons, comme tu l'as dit, Catwoman, Nightwing, même le récit sur le Batman, même si on aurait pu en attendre plus, je trouve il est quand même, il a certains aspects intéressants dans ce Batman Future State, de manière générale. Et c'est vrai que, il y a des choses qui sont assez intéressantes, d'autres beaucoup moins. Et j'irai pas à dire qu'il faut à tout prix lire Batman Future State, mais si cette idée de possible futur peut vous intéresser, c'est pas une lecture qui est non plus à ne pas recommander à tout prix. Donc voilà, je nuance un peu, même si effectivement je te rejoins sur le fait que c'est pas un indispensable, loin de là. Et puis effectivement, si vous voulez voir en détail chacun des récits, quel a été notre avis sur chacun des récits, on était d'ailleurs accompagné de Mister Yanda pour ce podcast. Donc je vous invite à aller voir ce récit-là, enfin ce podcast-là, pardon, qui vous détaillera plus en détail chacun des récits qui composent cet ouvrage. Et le premier d'ailleurs, le premier tome aussi qui sera traité. Alors du coup, comme on a fini de parler de ce Batman Future State, je te propose d'enchaîner avec un nouveau récit. Cette fois, on n'en a pas parlé dans un précédent podcast. C'est Deceased, tome 2. Donc vous voyez la couverture s'afficher sur YouTube. Alors ce Deceased, tome 2, c'est vrai que le premier tome de Deceased avait été plutôt bien accueilli. Siegfried, qu'as-tu pensé de ce deuxième tome? Alors
J'ai été un peu circonspect et un peu déçu, en fait, même, effectivement, j'avais fait partie, bah, comme tout le monde, un peu des personnes plutôt enthousiasmées par le premier Disease, qui nous rappelait vraiment les meilleures heures d'Injustice. Dans le sens où on avait un Elseworld, mais où l'Elseworld était plutôt avec un postulat qui était plutôt un prétexte, en fait, à réexplorer les relations entre les différents personnages qu'on appréciait et à surprendre le lecteur. Donc c'est tout ce qu'on avait aimé dans Injustice et qu'on retrouvait ici avec ce postulat de zombies où, comme d'habitude avec les récits de zombies, les zombies eux-mêmes sont moins importants que la manière dont ils permettent de réinventer les relations entre les personnages. Donc ça, c'était relativement chouette. J'avais encore mieux apprécié ce qui était apparu juste après, je sais plus comment ça qui a été le titre de ce volume, qui était davantage consacré aux super vilains d'ici de vue l'invasion zombie vue par C'était Unkillable, non? Unkillable, c'est ça. Ou qui pour le coup, que pour le coup j'avais trouvé vraiment beaucoup plus surprenant, inventif, en plus beaucoup plus joli parce que je suis pas hyper fan du trait de Erskine. Hem, donc j'attendais quand même cette suite avec une relative surprise et donc ce D6 de 2 clôt l'histoire. On utilise quand même une nouvelle histoire, où on aurait un retour zombifié de Darkseid et de Metron, mais je sais pas si enfin, il serait dommage que ça ne donne pas lieu à un récit effectivement, mais à mon avis, ça donnerait plutôt lieu à un DC's de New Gods, donc à une espèce de spin-off davantage qu'un DC's de 3, D'accord, ouais. puisque là, on a l'histoire est vraiment achevée. Il y a pas vraiment à remettre en cause le nouveau statu quo OK. auquel on arrive à la fin de DC's 2. Donc vous voyez vraiment ça comme une clôture à DC's, même si voilà, il y a des petites ouvertures qui peuvent être un peu frustrantes parce qu'elles sont pas refermées, mais qui donnent lieu à d'éventuelles stimulantes, petits récits secondaires qui pourraient apparaître comme des bonus plus tard. Donc on verra évidemment comment Tom Taylor le traite. Je me suis pas du tout renseigné d'ailleurs sur les publications VO au niveau de DC's, donc peut-être qu'en fait tout est déjà prévu et clair, mais voilà. Juste pour que vous sachiez que, en tout cas pour l'arc principal, ça donne l'impression d'une vraie conclusion. Pour cette conclusion, je trouve que l'album paraît quand même un peu sage. Là où ce qu'on avait apprécié dans DC, c'était aussi cette impression que n'importe quel protagoniste pouvait mourir soudainement sans qu'on s'y attende et ces petites touches un peu de gore, mais qui étaient quand même plutôt attendues de la part de ce qui était quand même le Marvel Zombies vu par DC. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus gentillet, avec étonnamment assez peu de morts, assez peu de gore, même extrêmement peu de zombies. J'ai quand même beaucoup aimé la génération simultanée de nombreuses menaces, dans le sens où les personnages sont à la fois menacés par une armée de Damaso, par Trigon et par Darkseid. Donc il y a 3 espèces de champs de bataille, chaque, énormes, qui surviennent simultanément et donc les super vilains doivent essayer de enfin les super héros doivent essayer de trouver une solution de sauver leur petit havre de paix avec les quelques survivants de, 3 giga menaces qui normalement suffirait comme menace pour un run entier de un run entier de comics. Et là, en fait, ces 3 menaces arrivent simultanément dans 2 ou 3 fascicules. Donc, on a quand même une certaine tension qui fonctionne auprès du lecteur, qui se demande effectivement: «Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir?» OK, c'est assez compact comme récit alors. Assez compact, mais ça fait plaisir. Enfin, on a tellement l'habitude, je trouve, des récits avec des centaines de fillers, surtout des récits Ouais. cosmiques avec des centaines de fillers, que voir tout ça au même moment, enfin, on sent que le scénariste s'amuse aussi à exagérer la menace autant que possible. Enfin, il s'est vraiment demandé: «Comment est-ce que je vais pouvoir faire un combo de toutes les pires menaces possibles au pire moment, et simultanément?» Et voilà, on ressent aussi cet amusement et cette tension en tant que lecteur, donc c'est plutôt chouette. Ce qui peut un peu décevoir, c'est qu'on avait déjà senti dans les volumes précédents que Tom Taylor aime beaucoup Constantine, et en fait, ce DC's de 2, c'est une aventure de Constantine. Plus qu'un DC's, c'est un constantiste. C'est je sais pas trop comment l'appeler, mais clairement, si vous attendiez à une vraie suite de DC's avec, tous ces personnages principaux bien tous qui auraient tous leur petit rôle, leur mise en valeur, vous allez sans doute être déçus parce qu'on a un seul héros. On retrouve évidemment tous ces personnages secondaires que qu'on essaie de mettre un petit peu en avant, un petit peu en valeur parce que chacun a sa petite réplique et sa micro-situation, mais beaucoup moins que dans les histoires précédentes parce qu'on a vraiment un personnage qui va pratiquement tout faire. Donc c'est pas du tout à réserver aux allergiques de Constantine ou à ceux qui auraient aimé retrouver justement, tous les personnages survivants des volumes précédents dans des premiers rôles. Là, ils font davantage de la figuration qu'autre chose. Ce qui est un petit peu dommage, et je trouve ça un peu indigne de la démarche promise de DC's et de la comparaison avec Injustice, parce qu'Injustice, pour le coup, jusqu'à la fin, même si Batman avait un rôle un peu prééminent, on parvenait quand même vraiment bien à mettre en avant un panorama extrêmement vaste de personnages.
ou même un volume avec Constantine, mais où pour le coup chacun avait quand même une importance relativement mesurée dans l'intrigue. On le sentait vraiment bien mis en valeur, mais il était clos d'une façon qui était satisfaisante. Là, c'est Constantine, Constantine, Constantine et un petit peu, vraiment à l'arrière-plan quelques autres. C'est pas exactement ce qu'on nous promettait, c'est un petit peu dommage. C'est pas très D'accord. bon, bah, mais ça, vous avez déjà vu le 1er Deceased qui a été dessiné assez proprement. Là, c'est un petit cran en dessous, mais bon, ça se lit encore très bien. C'est pas voilà, sans efficacité tonitruante, sans admiration éperdue. C'était peut-être une fatalité aussi parce que ce qu'on avait beaucoup aimé dans le 1er Deceased, c'était aussi cette relative fraîcheur, ce sentiment de retrouver le Taylor d'Injustice avec la surprise des zombies, des personnages qui mouraient et bah, comme on le sait, on ne peut pas maintenir la fraîcheur d'un récit, l'origine d'un récit en le prolongeant. Forcément, on finit par avoir des attentes et ces attentes contrebalancent un peu tout ce qu'on pouvait apprécier au début. Donc peut-être qu'il était fatal que la suite de DC soit moins satisfaisante que les débuts, surtout avec des enjeux qui deviennent cosmiques, forcément on s'éloigne encore plus du traitement humain des personnages. Mmh, Ouais. mais quand même, on espère toujours une suite à la hauteur du début. Enfin, ça paraît légitime, mais en l'occurrence, je pense qu'assez objectivement, on ne l'a pas. Par ailleurs, on savait que le but, c'était pas de faire du loufoque à la Marvel Zombies, parce que les Marvel Zombies, c'était vraiment plusieurs volumes relativement séparés les uns des autres, et dont le but était plus de faire du gore un peu gratuit, un peu surprenant, que de raconter une vraie histoire. Et Taylor a tout de suite affirmé que son but c'était d'abord de raconter une vraie longue histoire qui serait un vrai Elseworld et pas juste un volume loufoque. Donc il y a quand même une volonté qui est différente dès le début. Et donc on se doutait qu'il allait faire du sérieux, un peu émouvant, avec une vraie clôture, avec beaucoup de personnages, tout en le tassant. Et ça fait plaisir aussi. On n'est pas dans une justice qui Ah, parfois avait tendance à quand même OK. durer d'un peu plus que de raison. Et encore, je parle même pas d'Injustice 2 pour le coup. Enfin, beaucoup ont carrément perdu pied parce que ça finissait par vraiment, vraiment devenir un peu n'importe quoi à force de longueur. Donc c'était pas facile pour être satisfaisant et de fait, ça a fini par paraître sympa, ça tout à fait, c'est assez indéniable, mais relativement oubliable et pas du tout à la hauteur du succès généré, d'autant que, bah, comme je l'avais dit, il y a peu de zombies, il y a peu de morts. On n'est pas forcément sur ce qui pouvait attirer dans les premiers DCs avec cette espérance de, vraie surprise dans le traitement des personnages, dans le traitement de leurs morts. Et OK. d'autant qu'on s'achève avec ce petit sentiment quand même d'inaboutissement ou de conclusion qui arrive assez vite dans la construction de l'album. Donc, c'est un peu paradoxal parce que je viens de dire que j'étais content que ce soit tassé, mais de Ouais. la manière dont la conclusion est écrite, c'est vrai qu'on aurait pu espérer une plus grande, une plus grande dilution des enjeux finaux pour davantage en tirer la conclusion. Là, on sent un peu que on finit on achève les quelques batailles finales et hop, c'est fini, on a une planche finale et c'est la fin de This. Et pour ce qui était quand même supposé être un event qui a quand même été mis en avant à travers une quantité de couvertures alternatives, enfin, il y a vraiment eu un Ouais, enjeu c'est vrai. éditorial fort sur le fait de me faire de DC un nouvel event majeur Elseworld de DC Comics. Je trouve qu'on méritait mieux comme conclusion que hop, ça y est, c'est fini, planche finale, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Voilà, donc voilà, Ouais. il y a ce sentiment quand même d'inachevé et de ne pas retrouver la fraîcheur des débuts qui fait qu'à mon avis, ça va forcément satisfaire le lecteur parce que c'est pas du tout une mauvaise aventure, mais je pense que ça va aussi forcément décevoir le lecteur parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus puissant et d'un peu plus abouti que ça. Mais voilà, ça reste une Ouais. petite lecture agréable, un peu oubliable, pas à la hauteur de ce qui était supposé être Deceased initialement. D'accord, un peu conclusion de ce Deceased moyennasse, on va dire, mais conclusion quand même et d'ailleurs en parlant de conclusion, eh bien on va approcher, nous, de la conclusion de ce podcast et alors juste un petit mot avant de conclure ce podcast, un petit mot sur, vous le voyez apparaître à l'écran, ces fameuses éditions Urban Limited, les éditions de luxe chez Urban Comics qui ont été éditées, au mois de décembre dernier. 3 nouveaux, récits qui ont été mis en avant, avec de gauche à droite, Batman White Knight, dont il faut rappeler que Curse of the White Knight avait eu droit à son édition limitée avant White Knight original, ce qui est assez surprenant, mais voilà, White Knight est maintenant disponible en Urban Edition, en Urban Limited, pardon. 3 Jokers, un récit qui quand même fait beaucoup parler cette année, et un grand classique avec Batman année 1.
Un petit mot peut-être, Siegfried, sur le choix de ces 3 récits pour les Urban Limited. On rappelle que les Urban Limited sont des éditions de luxe de chez Urban Comics, qui sont limitées à 1500 exemplaires, qui sont des récits qui sont assez énormes, beaucoup plus gros, avec des emballages, de grande qualité. Et c'est vrai que voilà, ils sont aussi plus chers forcément, mais c'est vraiment fait pour, j'ai envie de dire, les collectionneurs qui ont envie de prendre des récits qui les intéressent grandement. Et est-ce que ce choix-là de récits est pertinent de ton point de vue? Alors, pas juste faire pour les collectionneurs parce que bon, effectivement, le prix est un vrai prix de collectionneur. On est sur 49 € pour les plus petits, à 69 € Pour pour les les plus plus gros, gros ouais. et encore Mmh. on n'est jamais sur des choses énormes. Enfin, on est très loin d'Omnibus, donc on est vraiment sur des récits qui normalement valent, 20-25 € et qui sont vendus à 49-69 €. Donc, là, il y a un prix de collectionneur. Par contre, en tant que lecteur, on peut quand même être séduit par cette proposition de lire ces récits dans des sur, enfin, déjà avec une belle reliure, mais surtout, sur un excellent papier, dans des formats XXL qui permettent encore mieux d'apprécier Les une certaine détails. aération Mmh. de la planche et construction de la planche. Enfin, ça fait plaisir aussi à lire, juste en tant que lecteur, pas forcément collectionneur, mais c'est aussi un format qui est vraiment très agréable de consulter. Donc ça, c'est quand même un atout. Après, on nous promettait des récits majeurs en tirage limité. Bon, bah, on s'en doutait un petit peu. La sélection, en fait, témoigne du fait que ce ne sont pas le but n'est pas de tirer des récits majeurs. Le but, c'est de tirer des récits qui vont fonctionner. Donc on a plus des phénomènes éditoriaux que des récits majeurs. Enfin, quand vous voyez 3 Jokers, c'est un peu le comics dont on nous garantissait que ça allait être un chef-d'œuvre avant même qu'il paraisse. Parce que, enfin voilà, il y avait une volonté pour DC de faire monter la sauce autour de ce volume et avec des dizaines de couvertures alternatives avant même qu'ils sortent. Enfin, on nous promettait vraiment, le comics de l'année avant qu'il sorte et bon, bah, force est de constater quand on l'a lu, je vous renvoie au podcast qu'on avait consacré à ce volume, que, c'était pas un événement de l'année, c'était pas le meilleur comics de l'année, c'était pas le meilleur comics du trimestre ou même du mois. Même ceux qui avaient le plus apprécié dans l'équipe avaient admis que c'était sympa, mais c'était vraiment pas du tout à la hauteur de toute Mais la de toute c'est la pas pub un créative autour. chef-d'œuvre, ouais, ouais, tout à fait. Donc clairement, ça n'avait pas du tout sa place dans une collection de récits majeurs vendus en l'occurrence 49 €. C'est juste que l'idée c'est vraiment d'aller au bout de la démarche de le présenter comme un chef-d'œuvre, au point de, quelques mois à peine après sa sortie, déjà d'en faire un Urban Limited à côté de Année 1 qui bon, bah, pour le coup, c'est vraiment le comics qui le méritait le plus sa place dans cette, collection Urban Limited. Parce on est pour le coup vraiment sur un récit majeur, un comics qui a 35 ans, enfin, du Miller, dessiné par Mazzucchelli, enfin là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de qui est déjà culte, qui est déjà un vrai grand classique et dont vous pouvez s'attendre justement à revoir à le réapprécier dans un format de luxe. Là où, White Knight, c'est pareil, on il est un peu récent, mais, il est extrêmement apprécié, à la fois pour son Oui. histoire, pour son dessin, pour l'univers qu'il dessine. Donc il y a un truc, il y a un phénomène éditorial, mais il y a quand même aussi une vraie appréciation des fans qui fait qu'il est agréable de l'avoir dans ce genre de format, ça me choque pas du tout. Doomsday Clock, je trouve qu'ils ont peut-être un peu abusé à le sortir plus ou moins simultanément d'ailleurs Oui, bah, un peu comme en 3 Jokers, en hein. C'est normal. un peu le même schéma. C'est-à-dire que Oui, c'était la grosse sortie de l'année et ils l'ont fait en Urban Limited, quoi. non, tout à fait, voilà, Curse c'était un peu exagéré aussi. Last Night on Earth, n'est jamais C'est vrai, apparu pour oui. personne comme un récit majeur. Moi, j'avais bien aimé, mais alors c'était un des tout premiers Urban Limited qu'il sortait. C'était peut-être pas le titre idéal pour, commencer une collection supposément consacrée à des récits majeurs. Enfin, voilà, on sent quand même que, c'est des choix qui tâtonnent un petit peu et on s'étonne de voir, même Doomsday Clock, mais alors 3 Jokers ou Last Night on Earth ou Curse of the White Knight avant, je sais pas moi, Kingdom Come ou The Dark Knight Returns. Enfin, on a quand même des Ouais. récits, dont Urban possède des droits et qui sont autrement plus puissants, plus percutants et qui vraiment, seraient très appréciables dans ce genre de format XXL et de luxe et voilà qu'on attend bien davantage que des 3 Jokers ou des Last Night on Earth. Donc tant mieux pour ceux qui sont fans de ces volumes-là, mais je trouve qu'ils arrivent un peu tôt dans une collection qui n'a même pas une dizaine de volumes. Déjà mettre des histoires aussi secondaires et aussi peu appréciées en prétendant qu'il s'agit de récits majeurs, on est quand même un peu dans l'hypocrisie éditoriale dont qu'on aurait pu s'éviter et qui aurait peut-être davantage eu sa place, enfin qu'on aurait peut-être mieux accepté si c'était arrivé plus tard, après effectivement beaucoup de récits majeurs. Là, ce qu'on voit, c'est surtout le nombre de récits majeurs qui n'ont pas eu le droit à leur Urban Limited Ça alors que va arriver. des trucs aussi secondaires que ça Ça va sont arriver, là. ça va arriver. Certainement, mais voilà L'année prochaine, il y aura encore un grand classique, certainement comme Batman année 1, et puis il y aura certainement des récits qui auront marqué l'année. Je pense il y a cette volonté de effectivement produire les deux.
un Oui, bien récit sûr. qui a marqué l'année, un récit plus classique et une grande vente comme White Knight là. Enfin, qui a marqué l'année, dont on veut nous faire croire qu'ils ont marqué l'année parce que désolé, mais Oui, Kidnap, mais je pense un que œuf ou 3 oui, jokers, oui, ça a pas vraiment oui, marqué marqué quoi que c'est ce vrai, soit. c'est vrai. Mais je pense que trois jokers malgré tout, en termes de vente et de merchandising et tout ce que tu veux, a fait son année, hein. Je pense qu'il a fait son Bien chiffre. sûr, bien sûr, bah, à Voilà. force de nous promettre un chef-d'œuvre et en plus comme c'était un fascicule qui était pas si long, donc qui pouvait être vendu relativement peu cher, Mmh les mh. gens l'ont acheté avant de le lire et d'écouter la moindre critique, donc évidemment ça a fonctionné. Après, Bien est-ce sûr. que c'est un récit majeur? On est tous d'accord pour dire que non. Mais voilà, en tout cas, en termes de publication, ce sont vraiment de beaux volumes, vraiment appréciables, donc je suis très, Tout très à loin fait. de cracher sur la qualité de Urban Limited. Je suis, voilà, mitigé sur la sélection qui est faite, mais après ça, c'est à chaque lecteur de voir si l'histoire le tente ou pas, donc à la rigueur, c'est pas même Bien pas sûr. forcément à moi d'en juger, mais les volumes ne sont pas du tout une arnaque, même si voilà, le prix évidemment, le but pour l'éditeur, c'est aussi de se faire une certaine marge sur ces livres de luxe-là, donc on va pas nier qu'il y a une petite exagération au niveau du prix, mais une exagération à laquelle on est tout à fait prêt à consentir en tant que collectionneur et que vrai lecteur de comics pour, avoir dans la meilleure édition possible une histoire qu'on aime, donc ça c'est vraiment, il y a aucun problème à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Ainsi se conclut ce Bat Reviews, ce double Bat Reviews du coup, puisque numéro 20 et 21. On se retrouvera, très bientôt pour un nouveau Bat Talk cette fois, dont le sujet n'a pas encore été choisi par l'équipe. Donc je ne pourrai pas teaser le sujet de ce prochain podcast. Mais, voilà, vous savez que maintenant on se retrouve donc sur YouTube, en visio, donc ce sera pas en direct. Ce sera toujours comme on le fait habituellement avec des sorties après enregistrement, mais voilà, vous pourrez nous voir débattre en direct, enfin en visio plutôt, comme on l'a fait aujourd'hui. J'espère qu'on sera un peu plus nombreux dans le prochain podcast. Effectivement, on a été un peu pris de court au niveau équipe ce mois-ci, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Comme je le disais, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Siegfried pour ta participation à ce podcast. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous aimez ces podcasts, à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous aimez nous regarder sur YouTube, ou à vous abonner sur votre, euh, comment dire, sur votre plateforme de podcast préférée. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous, merci.